tous les jours, vous travaillez sur une veille sur les métaux rares dans le monde, notamment les terres rares. Les terres rares, la transition énergétique et les énergies renouvelables. Ah, et notamment, si j'ai bien compris, en ce moment, vous travaillez sur le dernier rapport du GIEC et vous regardez si les ressources, la production en terres rares permettrait de répondre au scénario du GIEC dans son rapport à 1,5 degrés. Et donc également Emmanuel H, ingénieur économiste à l'IFPEN, vous travaillez sur la question des ressources naturelles dans le cadre de la transition énergétique. Vous êtes notamment porteur du projet Generate. Vous avez très récemment publié un rapport sur le lithium, dont vous allez nous parler brièvement. Et vous allez nous faire part de vos interrogations donc, sur la vision qu'ont les économistes des ressources naturelles et quelles sont des visions alternatives. Et enfin, Philippe Biwix, Centrale Paris, spécialiste des ressources non renouvelables et de leur impact dans la transition énergétique. Vous travaillez pour un grand groupe ferroviaire après avoir passé quelques années dans le conseil. Mais côté fret, si j'ai bien compris, donc si certaines personnes ici sont arrivées en retard aujourd'hui, voilà, il n'y est pour rien. Vous avez été notamment auteur de Quel futur pour les métaux en 2010, ainsi que L'âge des low-tech en 2014. Et donc je vais demander à Romain Berger de me rejoindre pour démarrer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nous écouter. Je tiens à préciser que à la base, je remplace Monsieur Meneux qui devait vous parler et qui est plus qualifié que moi. Donc si je suis un peu imprécis, vous m'excuserez, je le remplace un peu à la dernière minute. Donc comme on vous l'a indiqué, je vais vous parler des terres rares, de la production de terres rares et de la question de savoir si la production et la demande peuvent, si la production peut répondre à la demande, avec les risques que la demande explose sous peu, notamment en lien avec les recommandations du GIEC. Donc d'abord les terres rares, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ensemble de 18 éléments qui comprend les lanthanides, donc tout en bas, et l'yttrium, et le scandium, certains l'excluent, d'autres l'y mettent, donc 18 éléments, qu'on classe généralement soit en terres rares légères, soit en terres rares lourdes, suivant leur masse atomique. C'est pas une classification uniformément reconnue, c'est assez variable. Sachant que les terres rares légères sont il y en a beaucoup plus dans la croûte terrestre que les terres rares lourdes, mais c'est les lourdes qui sont le plus intéressantes pour la transition énergétique, notamment. On parle de terres rares non pas parce qu'elles sont extrêmement rares, mais parce qu'on les trouve à l'état d'éléments dans la croûte terrestre. C'est pas un truc, on creuse et on récupère un morceau de minerai rare. On creuse, on récupère des minerais et ensuite il faut faire des séparations pour récupérer un substrat, et ensuite encore faire des séparations pour séparer chaque terre rare. Ce qui explique parfois leur prix. Et dans l'ensemble de ces terres rares, on a des répartitions différentes qui ont disparu. Donc voilà pour les terres rares. D'abord la production. En matière de production, ça a plutôt évolué depuis les années 1970-1980. Aujourd'hui, on tourne entre 124 000 et 130 000 tonnes. Avec une production qui était plutôt à 140 000 dans les années 2008-2009, qui est un peu tombée, notamment en raison de quotas de production. Vous remarquerez que dans les années 70, 80, 90, c'est surtout les États-Unis qui produisent des terres rares, et qu'aujourd'hui c'est la Chine qui maîtrise la production entre 90 et 80%. Ça fluctue un peu, dans les années 2009, c'était 2010, c'était 90-95%. Aujourd'hui, ça a un peu baissé, notamment avec l'Australie, ils sont autour de 80% de la production. La production chinoise fait 105 000 tonnes annuelles. C'est une production stable parce qu'ils ont des quotas d'exportation de terres rares qui a remplacé leurs quotas de production, qui ont été punis par l'OMS. Ensuite, on a l'Australie qui produit quelques terres rares, beaucoup moins. En 2014, ils en faisaient 8 000 tonnes, en 2015, 10 000 tonnes. Et en 2017, ils étaient à 20 000 tonnes. C'est une mine qui monte un peu en puissance, mais qui va avoir du mal à concurrencer la puissance chinoise, notamment en raison des coûts de production en Chine. La Russie en fait un tout petit peu, entre 2 000 et 3 000 tonnes, mais ils font ça à partir de stocks de minerais qu'ils ont déjà extraits du temps des soviétiques, et où ils n'ont pas de mines ouvertes. Quant aux Américains qui avaient repris un peu après 2010, c'était dans la mine de Mountain Pass avec le Molycorp. Mais dans les années 2010, ils ont repris en fait comme les Russes sur la base de stocks de minerais qui étaient restés dans la mine,
Ils n'ont plus de production et Molycorp a fait faillite en 2015, donc les Américains ne produisent plus rien. En matière de... ça c'est la production de 2015, donc à l'époque c'était 124 000 tonnes. En matière de répartition, vous voyez qu'il y a une grosse disproportion. C'est surtout du cérium et du lantane. On a presque 40% de cérium et 30% de lantane dans le total, dans le mix des terres rares. On a également le néodyme qui lui est très employé dans la transition énergétique. On a 16-15%. Mais des terres rares comme le praséodyme et le dysprosium. Donc le praséodyme, on a 6000 tonnes de praséodyme en 2015, et le dysprosium, on était juste à 1250 tonnes d'extraites. C'est pas beaucoup, et c'est des pourcentages assez faibles. Sachant que les terres rares vraiment les plus intéressantes pour tout ce qui est transition énergétique et numérique, c'est vraiment les terres rares les plus lourdes avec le néodyme. Parfois mélangées à d'autres terres rares, mais le cérium et le lantane sont parfois considérés comme des déchets par certains industriels. Parce que ça leur sert à rien, que ça coûte pas assez cher et qu'ils n'en ont pas vraiment l'utilité. Alors, pour la demande, on tourne depuis quelques années entre 140 000 et 150 000 tonnes, même si c'est une demande qui est en claire augmentation, on aura un graphique juste après. En matière de transition énergétique, vous pouvez voir que les aimants permanents, donc tout ce qui va dans les éoliennes et dans d'autres systèmes équivalents, ça attire 20% de la demande. Les verres céramiques, également entourés en rouge, prennent 12%, les batteries recyclables prennent 8%, donc on est déjà à 40% de la demande qui part dans la transition énergétique et dans la transition numérique, et ça va augmenter. Donc je vous disais que la demande est en claire augmentation, on n'était pas très haut en 1975 et en 85. En 95 déjà, on est monté, on a presque doublé par rapport à 10 ans auparavant, avec le Japon qui en consomme la plus grande partie, 43%. Mais le véritable basculement, c'est entre 95 et 2015, donc en seulement 20 ans. Les Chinois sont arrivés sur le marché, à part dans les années 90, ils ont décidé de s'y mettre, un, de commencer à produire, et deux, de s'en servir. Et on voit en 2015 qu'ils représentent 75% de la demande de la consommation. Donc les Chinois, non seulement ont la main sur la production, mais en plus ils consomment ce qu'ils produisent. Ce qui ajoute parfois des tensions en matière d'approvisionnement. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la demande de 2015, 140 000 tonnes, 150 000 tonnes, la production de terres rares en 2015 était à 124 000 tonnes, donc on a déjà une petite pénurie, qui était comblée à l'époque par la production illégale chinoise qui tourne, alors on n'est pas certain parce que c'est illégal, mais qui tourne autour de 20 000 tonnes, mais la production illégale n'est pas extensible à l'infini, surtout que les Chinois font tout ce qu'ils peuvent pour la supprimer. Donc si la demande augmente vraiment et que la production ne suit pas, on va avoir de véritables tensions en matière d'approvisionnement. Donc je vais maintenant passer à la question de la demande. La demande des terres rares, c'est des éléments qui sont très demandés, parce qu'on les retrouve dans toutes les commodités du monde moderne, que ce soit les télévisions en couleur, les smartphones, les téléphones intelligents, les ordinateurs, les batteries, on en trouve dans les pots catalytiques des voitures. Je ne parle même pas des batteries électriques pour les voitures électriques, la demande va exploser. On en trouve dans tout un tas de trucs, on en trouve dans les ampoules, dans les poudres luminophores. Donc les terres rares sont vraiment un élément essentiel au mode de vie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et la demande va probablement augmenter, à cause de la transition numérique, parce que on va avoir de plus en plus de monde qui vont avoir envie d'avoir le même niveau de vie que nous, d'obtenir du confort comme nous. Et ensuite également, la transition énergétique va également s'accroître. On va, notamment parce que le GIEC et les gens s'y mettent un peu. Et la demande en éolienne, en photovoltaïque va croître. Ça se développe déjà pas mal, mais ça risque d'augmenter encore plus. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc la demande en terres rares va probablement évoluer très fortement. Sachant que, alors là je vais juste faire un petit aparté, j'ai fouillé un peu le scénario du GIEC pour voir ce qu'il préconise en matière d'énergie, notamment d'électricité et d'électricité renouvelable. Donc en 2020, le GIEC nous recommande que la production d'électricité atteigne environ 100 000 hexajoules. Alors une hexajoule, ça représente environ 270 millions de mégawatts par heure. C'est beaucoup. Mais j'ai surtout les chiffres pour pouvoir ensuite faire des pourcentages qu'on verra dans un graphique juste ensuite.
Et sur ces 100 hexajoules, le GIEC recommande d'atteindre en 2020 26,38 hexajoules. Donc ça représente, si je ne me trompe pas, ça représente environ 26%, 26,5% de la production qui devrait venir de sources renouvelables. En 2030, on aurait vraiment un bond en matière de renouvelables, si on suit les recommandations du GIEC, puisque sur 120 hexajoules, ils en demandent presque 60. Ça représente environ 49,5% de la production totale d'électricité qui devrait être renouvelable. Et en 2050, sur 224,7 hexajoules, 153-154 devraient être renouvelables. Donc c'est des augmentations assez conséquentes. Alors ça, c'est un graphique que j'ai fait manuellement, vous pouvez le retrouver a priori nulle part, ou alors quelqu'un d'autre l'a fait, mais je ne l'ai pas trouvé. Ça, c'est l'augmentation entre 2005 et 2020. En 2020, on devrait y arriver parce qu'on tourne aujourd'hui en matière de production d'électricité renouvelable, on tourne aujourd'hui entre 23 et 25%. Donc augmenter de 1% en 2 ans, on devrait y arriver. En revanche, pour arriver à 2030 à 49,5% d'électricité renouvelable, ça représente quand même une évolution de presque 90%. C'est assez conséquent. Et ensuite, pour passer de 49-50% à presque 70%, c'est une augmentation moindre, mais quand même assez conséquente, de 39-40%. Donc, ça veut dire qu'il va falloir installer beaucoup plus d'éoliennes. On installe déjà pas mal, on installe aussi pas mal de panneaux solaires, mais il va falloir en installer beaucoup plus si on veut remplir les scénarios du GIEC. Ce qui veut dire que la demande en terres rares pour construire des éoliennes et des panneaux solaires va fortement augmenter. Pour faire une éolienne d'environ 7 MW, il faut 1 tonne de terres rares. Ça va vite, ça augmente très vite. Donc, sachant qu'en plus, comme je vous indiquais, les terres rares qui sont vraiment indispensables en matière d'éoliennes, de transition énergétique, c'est le néodyme, le praséodyme et le dysprosium, surtout pour les éoliennes, qui sont des terres rares qu'on a en moindre quantité. C'est pas le cérium ou le lantane. Sachant qu'en même temps, il va falloir aussi répondre à la demande pour la transition numérique. Est-ce que la production va pouvoir évoluer au point de répondre à la demande? Ça va être compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a peu de projets actuellement qui sont développés. On en a quelques-uns qui sont en bonne voie, mais c'est pas certain. D'abord pour une raison assez simple, c'est que le prix des terres rares est bas, voire quasiment prohibitif. J'ai pas vraiment les mesures, c'est tout pour vous indiquer la courbe. À part un énorme pic en 2011-2012, à l'époque où les Chinois ont mis en place des quotas de production puis d'exportation. Ensuite, c'est redescendu, et même si le néodyme et le praséodyme remontent un peu, le prix des terres rares est très bas, voire prohibitif, et ça limite considérablement les investissements. Les gens sont pas prêts, enfin les grosses boîtes sont pas prêts à investir là-dedans, et ça limite considérablement les projets. Là, actuellement, en matière de projet, on a Medallion Resources qui prévoit... Alors eux, ils font un truc un peu original, ils veulent pas développer une mine, ils passent des contrats d'approvisionnement dans le monde entier pour récupérer des sables minéraux qu'on appelle de la monazite, et ensuite extraire des terres rares depuis la monazite. Ils sont plutôt en bonne voie, et alors ils devaient commencer la production en 2017, et ça a été un peu retardé. Mais Medallion Resources ne va pas à elle seule assurer la production pour la demande si elle explose vraiment. On a d'autres sociétés ou d'autres mines. En Europe, on a une seule qui pourrait ouvrir, c'est Norakar, qui se trouve en Suède. Norakar devait commencer les extractions entre 2015 et 2016, sauf qu'en 2015, ils se sont pris des procès, et ils ont perdu leur contrat d'exploitation pour un certain nombre de choses, parce que les études d'impact étaient mal faites. Et justement, les études d'impact, les études de faisabilité, c'est un truc qui prend beaucoup de temps, et ce qui explique aussi pourquoi c'est long de développer une mine. Sinon, comme autres acteurs, on a Alkane Resources, on a Arafura, Hastings Technologies, mais on n'a pas beaucoup de projets. Il y en a quelques-uns qui se développent, mais la plupart sont encore au stade des études, ou alors ils s'apprêtent à commencer à essayer de développer la mine, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Le temps pour développer une mine, c'est très long, ça prend entre 10 et 15 ans. 2030, c'est dans 10 ans, enfin 11. Si on veut répondre à la demande en renouvelable,
ça va être compliqué, à moins d'investir massivement et d'accélérer les choses, ce qui veut dire aussi regarder quel impact ça va avoir sur la biodiversité, sur les terres environnantes. Il y a donc, je vous disais que le temps minier est très long, il y a le souci des investissements, il y a également la question des disputes géopolitiques. L'actualité l'a encore démontré hier, nous ne vivions pas dans un monde où tout le monde s'entend. Les États se disputent, de plus en plus d'ailleurs. La Chine et les États-Unis sont actuellement en pleine guerre commerciale. Et la Chine en 2008 avait d'ailleurs cessé d'exporter les terres rares vers le Japon, ce qui a fait très mal au Japon, et ce qui explique que depuis le Japon fait tout ce qu'il peut pour s'assurer des approvisionnements autres que la Chine. Il est peu probable que la Chine hésite encore à s'en servir si besoin. Donc il y a non seulement la question de la production, du prix pur des investissements, mais il y a aussi de savoir si les producteurs vont vendre ou non et à qui. C'est la question de la sécurité des investissements, la sécurité des approvisionnements est aussi cruciale en la matière. Sachant que la Chine se positionne très bien là-dedans, puisque non seulement elle est le premier producteur, quasiment le monopole sur la production, elle en consomme une énorme partie, mais c'est également un énorme producteur d'éoliennes et de photovoltaïques, et la Chine veut se positionner comme le principal constructeur de voitures dites propres, électriques et hybrides, mais eux ils s'orientent surtout sur l'électrique, d'ici quelques années. Donc non seulement ils contrôlent actuellement la chaîne des terres rares, mais ils veulent également se positionner comme la puissance majeure en matière de technologie verte, avec les répercussions sur la sécurité et l'indépendance énergétique des pays. Dans les autres points qu'on peut évoquer rapidement, il y a la question de la volonté et de l'implication des États. Soudainement, on pourrait penser que les États se disent il faut sauver la planète et donc on va investir massivement dans les renouvelables, donc essayer de faciliter au plus le lancement de mines ou le recyclage des terres rares. Actuellement, le recyclage des terres rares il est quasiment au point mort parce que ça ne rapporte pas. C'est toujours la question de prix, donc les terres rares sont très peu recyclées. En France, on avait une usine qui était tenue par Rhodia et qui a fermé en 2014-2015, si je me souviens bien. Donc aujourd'hui, le recyclage des terres rares, il est quasiment nul. On pourrait penser que les États, d'un seul coup, se disent voilà, on va soutenir la filière, on va investir, sachant que ce point est à mettre en rapport avec l'approbation des populations. Alors, si on demande aux gens s'ils sont prêts à faire des efforts pour sauver la planète, sur le principe, ils disent oui, et ensuite, quand on va installer des éoliennes dans leur jardin, ils ne sont pas tout à fait d'accord. En France, 70% des projets éoliennes sont contestés en justice. Ça fait beaucoup. Et le temps d'installation d'un parc éolien en France, c'est entre 7 et 9 ans, contre 5 à 6 en Allemagne. Ce qui rallonge toujours les projets. Donc voilà, la question de la volonté des États et de l'approbation des populations va également nous intéresser. Il va falloir suivre ça de près. Et enfin, la question de la rupture technologique. On n'est pas à l'abri, ou plutôt on pourrait avoir de bonnes surprises en matière d'innovation, avec des technologies qui demandent beaucoup moins de terres rares, voire d'autres matériaux. C'est tout à fait possible. Mais là, on sort de mon domaine de compétences et je ne peux pas vraiment vous en parler. Voilà, ça conclut ma présentation. En matière de production, pour l'instant, c'est peu probable que la production telle qu'elle est, avec les prix qu'on a et avec l'environnement qu'on a, puisse répondre à une explosion véritable de la demande. Actuellement. Ça peut changer. Bonsoir à tous, moi je vais rester assis. Alors, même si on a publié un rapport sur le lithium lundi, je ne vais pas vous parler de lithium, je vais vous parler d'économie et je vais essayer en 3 temps de vous brosser un tout petit peu comment les économistes ont pris en compte les ressources naturelles en fait à la fois dans la théorie économique, ça sera mon premier temps. Mon deuxième temps, il sera consacré aux indicateurs. On regardera un peu les indicateurs économiques et comment ils prennent ou non en compte la question des ressources naturelles.
Et puis, dans le dernier temps, j'irai sur les modèles un petit peu alternatifs que l'on peut trouver à l'heure actuelle, à la fois dans la littérature économique et puis j'allais dire, ce que l'on trouve dans la littérature un petit peu plus classique. Alors, je vais convoquer plusieurs personnes, plusieurs économistes lors de ma présentation. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que dans l'histoire économique, en fait, on est passé par 3 stades. Le premier stade, ça a été un stade de soumission. Si vous avez fait un petit peu d'économie, généralement, lorsqu'on fait de l'économie, on part des physiocrates, on part d'un monsieur qui s'appelle Quesnay. Vous voyez, là, je remonte très loin, hein, je suis en 1758. Ne vous inquiétez pas, je vais sauter de nombreuses étapes, hein, parce que sinon on finira très 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 tard. Et si vous prenez une personne comme Quesnay, en fait, hein, Quesnay, la terre, c'est le symbole de richesse, et donc bien évidemment qu'à cette époque-là, en fait, l'économie, elle est soumise en fait aux ressources naturelles. Et quand je parle de soumission, c'est que le système économique, c'est un système biologique, c'est un système qui se base sur la biosphère. Et toute richesse créée est fondée sur la biosphère. Hein, vous avez notamment des phrases de type qui ont été portées notamment par Mirabeau, hein, toute la politique part d'un grain de blé, etc., etc. Vous pouvez convoquer de nombreuses personnes, hein, Cantillon, Bois-Guilbert, etc., etc. La deuxième phase, c'est le repli. Alors c'est quelques années plus tard, on est avec les premiers classiques. Hein. Les premiers classiques, hein, vous les connaissez tous, hein, c'est Adam Smith, c'est Ricardo, et on va aller jusqu'à Marx, vous voyez, donc on va aller à la fin du 19e. Alors ces premiers classiques, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ce sont les premiers qui voient l'industrialisation. Et donc en fait, eux, ils sont confrontés à 2 modèles. Ils ont un modèle, en fait, il y a encore une richesse naturelle, et malgré tout, vous avez un modèle d'industrialisation qui fait que, chez Smith, par exemple, la terre, c'est absolument pas limitant. Et donc, ce qui est limitant, c'est le capital. Donc voilà, on va introduire avec Adam Smith, en fait, un facteur qui est très intéressant, hein, vous allez voir, parce qu'on va reconstruire une fonction de production, au final. Et la nature, c'est plus la seule source de richesse, et ça, c'est quelque chose qui va changer fondamentalement les choses pour les économistes. Pourquoi ? Parce que ce qui est en abondance dans la nature, en fait, est un bien libre. Et un bien libre, pourquoi le prendrait-on en compte, vous voyez ? Alors, certes, vous avez certains économistes, hein, comme Ricardo, pour ceux qui ont fait de l'économie, ils savent très bien que Ricardo a travaillé sur la rente foncière, hein, bien évidemment, mais malgré tout, cette rente foncière, ça veut dire que la terre devient marchande, mais tout le reste, tout ce qui est en abondance, la forêt par exemple, c'est un bien libre. Je ne vais pas passer sur Malthus, mais si je m'arrête un tout petit peu à Marx ne s'intéresse pas en tout premier lieu aux ressources naturelles, mais par contre vous trouvez déjà des choses très intéressantes dans le Capital, hein. Notamment, je vous le cite, hein, la production capitaliste ne fait qu'épuiser les sources originaires de toute richesse, la terre et les travailleurs. Donc vous avez déjà une petite pensée en fait sur cette question quand même des ressources naturelles, même si elle est extrêmement limitée chez Marx. La grande rupture, c'est ce qu'on appelle en fait, ce que mon père écologique, qui est René Passet, appelle élimination et inversion. C'est la rupture en fait avec les marginalistes. On est au milieu à la fin du 19e siècle, hein, entre 1871 et 1874. Donc là, je vais vous convoquer Karl Menger, Léon Walras, et puis un troisième personnage qui, lui, a bien pris en compte les ressources naturelles. Alors, quelle est la principale rupture ? C'est que ces marginalistes, en fait, ces futurs néoclassiques, pourquoi ils sont intéressants, en fait, justement, dans la dynamique du rapport entre l'économie et les ressources naturelles ? C'est que ils ne vont plus s'appuyer, en fait, sur la biologie, en fait, dans leur modèle de référence, c'est-à-dire que la biosphère n'existe plus. C'est la mécanique, en fait, qui va être prise en compte. Et donc, vous allez avoir une véritable rupture, j'allais dire, paradigmique, tout simplement parce que pour ces premiers néoclassiques, si vous voulez augmenter la production et donc si vous voulez augmenter la croissance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste augmenter le capital. Et donc en fait on en revient encore à cette histoire de capital qui est fondamentale en fait lorsque vous étudiez en fait les rapports entre ressources naturelles et économie. Alors il y a une personne qui va rompre un tout petit peu cet optimisme marginaliste, hein, c'est une personne qui s'appelle Jevons. Alors, pourquoi Jevons est important ? Jevons, c'est un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle The Coal Question, entre autres. Hein, il en a fait beaucoup d'autres. Alors, pour certains qui ont fait de l'économie, en fait, c'est le premier qui a développé ce qu'on appelle l'effet rebond.
Et cet effet rebond, c'est formidable, parce que pourquoi il rompt l'optimisme marginaliste? Jevons, il fait une étude sur les machines à vapeur pour le gouvernement anglais, et la question à la base du gouvernement anglais, c'est aura-t-on assez de charbon pour alimenter la croissance britannique avec les machines à vapeur que nous voyons au Royaume-Uni? Et Jevons, il va démontrer quelque chose qui est très utile à l'heure actuelle en économie de l'énergie. Il démontre tout simplement que l'efficacité énergétique ne provoque pas une baisse de la consommation des ressources si vous avez un déploiement de la technologie de manière remarquable. Et c'est ce qu'il observe en fait avec la machine à vapeur, c'est-à-dire que la machine à vapeur, certes, elle a des rendements qui sont beaucoup plus efficaces, mais malgré tout, en fait, la consommation de charbon au Royaume-Uni augmente, et elle augmente tellement que Jevons, dans The Coal Question, va écrire au gouvernement britannique en disant « En 1901, nous n'aurons plus de charbon. » Alors, vous pourriez me dire, au XXe siècle, un grand économiste, Keynes, quand même Keynes, référence, Keynes ne s'intéresse absolument pas en fait à la question écologique et des ressources naturelles. Il va avoir une position un peu faux semblant. Keynes, c'est quelqu'un qui va, si vous avez un petit peu étudié Keynes, Keynes on le cite souvent parce que c'est le premier à avoir développé en fait la notion d'internalisation des coûts. C'est-à-dire, vous voyez qu'une entreprise pollue, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut internaliser le coût, c'est-à-dire qu'il faut lui faire payer le coût de ses émissions, etc., etc. Le problème, c'est que malheureusement, justement, ces processus de destruction de capital naturel ou d'émissions, en fait, ne se résolvent pas dans un modèle économique classique, tout simplement parce que Keynes ne connaît absolument pas, en fait, ce qu'on appelle les effets de synergie, les effets de seuil, les effets d'amplification ou même les effets d'irréversibilité. Donc finalement, même Keynes, vous voyez qu'on vous présente généralement comme un auteur plutôt conscient de certaines choses en dehors justement des auteurs classiques, n'a absolument pas pris en compte les ressources naturelles dans sa pensée. Alors, de Keynes, vous voyez, j'arrive aux années 70, la principale rupture en économie, c'est 1870, c'est le rapport du Club de Rome. Tout simplement parce que là, vous avez un grand... 1971, exactement. 1971. Alors, la version originale, c'est 1971, la traduction française, c'est 1972. Halte à la croissance. Voilà. Très mauvaise traduction, d'ailleurs. Entre parenthèses, mais on pourra y revenir. Qu'est-ce qui se passe? Une personne comme Solow, alors un grand économiste, en fait, Solow néoclassique. 1971, en fait, alors plus exactement en 1974, il se réveille et il se dit, mais qu'avons-nous à dire, qu'avons-nous à répondre à ce fameux rapport du Club de Rome? Que savons-nous de la pénurie de ressources ou des questions de criticité des ressources? Et là, la théorie économique en 1974, elle est creuse. C'est-à-dire qu'on a le champ corporel théorique de la théorie néoclassique est incapable de répondre en fait à la question des ressources naturelles. Et donc là, on va avoir la naissance en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'environnement, avec bien évidemment plusieurs branches. Vous allez avoir une branche très classique, puis vous allez avoir une branche de ce qu'on appelle l'écologie, avec notamment René Passet, Georgescu Roegen, Gortz, etc., etc. Mais ce qui est très, très important de retenir, c'est qu'au final, à partir des années 70, on ne va absolument pas modifier en fait ce rapport aux ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on va l'avoir, on va essayer de le prendre en compte, mais au final, lorsque vous regardez une fonction de production classique, qu'est-ce que vous avez? Pour tous ceux qui ont fait de l'économie, encore une fois, qui ont été étudiants, on vous la présente en vous disant F de K de L, c'est-à-dire du capital, du travail. Or, vous êtes tous, vous et moi, en fait, dans des positions, j'imagine, de travail, et donc vous savez très bien que pour produire, il vous faut de l'énergie et des ressources naturelles. Donc la fonction de production, j'allais dire, classique que l'on utilise en économie, ne prend absolument pas en compte, les ressources naturelles. Qu'est-ce qu'elle ne prend pas en compte non plus, cette fonction de production? L'arbitrage court terme, long terme. Le long terme, quand on parle de ressources naturelles, on ne réfléchit pas à 1 an, à 2 ans, on réfléchit à 10, voire 30, voire 50, voire de manière centenaire. Le problème, c'est que le capitalisme et, j'allais dire, la théorie économique, comme elle est construite, ne permet pas justement ces arbitrages court terme, long terme. Alors, j'en ai fini avec mon petit retour historique, et je vais m'attaquer maintenant à la question des indicateurs. Alors, la question des indicateurs, c'est ce que l'on appelle le thermomètre. Parce que finalement, cette histoire de
rapport entre économie et ressources naturelles, c'est aussi une histoire d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on a comme indicateur? Tous les matins, alors pas tous les matins, mais tous les trimestres, on vous parle du PIB, bien évidemment. Alors ce fameux PIB, il est extraordinaire. Vous n'entendrez jamais, dans une radio, en fait, on ne vous parlera jamais de manière trimestrielle des émissions de GES, bien évidemment, ou de la consommation de matières premières. Non, on s'attache au PIB. Alors ce PIB, il est extraordinaire. Tout simplement, on s'intéresse absolument pas aux avantages acquis, en fait, par la production. On s'intéresse seulement aux coûts dépensés pour produire. Alors c'est intéressant cette notion, hein, parce que si vous allez très loin et de manière très cynique, si vous habitez, je ne sais pas, je prends toujours cet exemple-là lorsque je donne des cours, lorsque vous prenez une habitation qui est au bord de l'autoroute A4, finalement un embouteillage de la pollution sacrée de l'asthme, c'est de la dépense de sécurité sociale, et clairement ça fait du PIB. Voyez, donc on est dans une logique qui est une logique des valeurs, mais qui n'est pas du tout une logique des réalités physiques. Si vous consommez une tonne de pétrole, on va à aucun moment la retirer à une espèce de grande valeur comptable globale, en fait, qui serait au PIB. Donc en fait, on ne retire jamais les ressources naturelles que l'on détruit, et par contre, on compte positivement des coûts d'extraction, des coûts de consommation, etc., etc. Donc le PIB, intéressant à regarder, mais malheureusement, qui ne prend pas non plus en compte les ressources naturelles. Il y a peut-être des chefs d'entreprise dans cette salle. La comptabilité d'entreprise, elle est intéressante aussi. Que ce soit à l'actif ou au passif, vous n'avez absolument pas de destruction de ressources naturelles. C'est-à-dire que la valeur que vous allez donner à ce que vous produisez, certes, elle va y être, mais par contre, les effets de destruction, les effets d'irréversibilité ne sont pas non plus comptabilisés dans la comptabilité d'entreprise. Donc au final, vous voyez, vous avez deux indicateurs, et c'est peut-être là le génie quelque part du capitalisme, c'est d'avoir créé des indicateurs qui ne mesurent pas finalement ce que l'on détruit. Donc c'est assez intéressant. Troisième indicateur, alors celui-là il est un tout petit peu plus, il va un tout petit peu plus loin, j'allais dire, que le PIB ou la comptabilité d'entreprise, c'est la productivité. Depuis de nombreuses décennies, en fait, nous sommes dans une course effrénée à la productivité. Il y a une obsession des gains de productivité. Le problème, c'est que, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà fait un bilan carbone de ces gains de productivité et d'aller chercher en fait une production marginale? Ça se fait absolument pas, et c'est bien dommage, parce que finalement les gains de productivité que l'on observe depuis les années 80, ce sont des gains de productivité qui ont fait pression sur la biosphère, mais sans le comptabiliser. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Cette productivité, elle vient d'où? Elle vient aussi de qui dirige les entreprises. Et bien évidemment, on est obligé de parler de capitalisme actionnarial lorsqu'on essaie d'étudier le rapport entre les ressources naturelles et l'économie, tout simplement parce que cette finance qui peut être dérégulée, même si elle est plus ou moins, j'allais dire, dérégulée, elle convoque en fait le rôle de l'actionnaire dans le rapport de l'entreprise avec ses ressources. Or, certes, on a à l'heure actuelle quelques mouvements en fait qui mettent en exergue des combats d'actionnaires, du militantisme actionnarial, mais c'est très récent. Et au final, c'est véritablement quelque chose qu'il va falloir penser en fait si on veut penser un futur meilleur. Quatrième ou cinquième point, je ne m'en souviens plus. En termes d'indicateurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que lorsque vous regardez, je vais revenir un tout petit peu sur cet arbitrage court terme, long terme, d'un point de vue de la politique économique, lorsque c'est très très amusant le rapport entre l'économie, les matières premières et notamment la question environnementale, à court terme, ce n'est jamais le moment en fait. C'est jamais le moment, surtout en période de crise. En période de crise, on privilégie l'emploi, on privilégie, j'allais dire, les grands indicateurs macroéconomiques. Le problème, c'est que, étant donné qu'on n'arrive pas à ajuster le court terme et le long terme, en fait, finalement, on s'intéresse très 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 peu au long terme, en fait, dans cette forme de capitalisme. Troisième point, donc on a vu la théorie, on a vu le thermomètre. Maintenant, on va voir les nouvelles formes de j'allais dire, de croissance ou de perspective d'amélioration du rapport entre l'économie et les ressources naturelles. Alors,
Il y a une très grande part en fait de ces nouvelles théories, ça s'appelle la décroissance. Alors ça fait peur. Ça fait excessivement peur, souvent d'ailleurs les auteurs, hein, j'ai parcouru quelques ouvrages dernièrement, Tim Jackson par exemple, il vous parle de prospérité sans croissance. On utilise très très peu le terme décroissance en fait quand on est soi-même décroissant. Herman Daly, il parle d'état stationnaire, ça fait un tout petit peu moins peur, on est plutôt en stagnation. Ce qui n'est pas inintéressant en fait dans leur modèle, c'est qu'ils vont axer notamment sur 2 ou 3 items, mais notamment 2, c'est celui de la coopération et celui de la sobriété. Alors je ne vais pas aller beaucoup sur la sobriété parce qu'on a un spécialiste de la sobriété dans cette salle. J'ai vu des conférences. Alors, ces théories de la décroissance, le problème, c'est qu'elles font peur. Elles ont énormément de difficultés à exister, tout simplement parce que, encore une fois, elles s'attaquent à des représentations. Et je finirai par des représentations à la fin de mon exposé, mais c'est le principal défaut en fait de ces théories, c'est les représentations en fait que vous avez de l'économie et que vous avez, j'allais dire, de la croissance en général. Après, il y a toutes les théories de l'adaptation au modèle. Alors celles-là, elles ne sont pas inintéressantes. Alors je ne vais pas toutes vous les citer parce que j'ai regardé énormément d'articles de revues en fait pour faire cet exposé, mais il y a notamment en fait tout un pan de la théorie qui s'attaque en fait à la réduction du temps de travail. Alors c'est très intéressant cette histoire de réduction du temps de travail, tout simplement parce qu'il y a énormément d'études à l'heure actuelle en fait qui montrent, notamment pour les pays de l'OCDE, que quand on travaille moins, on pollue moins, on utilise moins de ressources. Et ça, ce sont des articles que l'on a notamment sur l'OCDE, que l'on a notamment aux États-Unis. Je vous donne juste un chiffre, hein, 1% de temps de travail en moins, c'est 0,8% de gaz à effet de serre en moins en moyenne. Vous voyez ? Donc il va falloir aller un tout petit peu plus rapidement pour nous sauver. Mais vous avez notamment des effets bénéfiques sur moins de travail, c'est faire au lieu d'acheter ce qui est déjà fait. Vous voyez ? Et donc là, on est plus en termes de structure de la consommation. Et donc ça peut être très intéressant. Après, si c'est pas le travail, en fait, on a les apôtres de la finance verte. Alors je vais convoquer là mon camarade Benoît Leguet. On va pas dire finance verte, on va dire verdir la finance. Pourquoi je préfère dire verdir la finance comme lui, c'est que tout simplement, on n'a pas besoin d'augmenter en fait le gâteau. Il faut juste passer, comme là je le convoque vraiment dans ces mots, c'est-à-dire il va falloir essayer de convoquer en fait le marron, c'est-à-dire la finance marron, celle qui va vers les énergies émissives, vers du vert. C'est pour ça qu'on préfère dire le verdir la finance. Avant-dernier point, tous ceux tout un pan de la théorie économique et même des praticiens qui se disent qu'il faut prendre de plus en plus la prise en compte des risques, notamment dans le secteur bancaire. Il y a de nombreuses initiatives, notamment au Royaume-Uni, pour adapter notamment les taux de réserve obligatoires des banques aux actifs, selon la couleur des actifs en fait qu'ils financent. Il y a des propositions du gouvernement britannique qui vont dans ce sens. Et puis, il y a tous ceux qui prônent, j'allais dire, un peu de ralentissement. Hein. Encore une fois, là, je vais pas aller là-dessus parce que le low-tech, etc., etc. Moi, ce que j'appelle plutôt la simplicité volontaire, c'est-à-dire la marche à pied, le vélo. Et puis là, je vous cite, mettre un pull quand il fait froid. Et puis au final, en fait, qu'est-ce qui nous manque vraiment pour alimenter en fait ce rapport entre économie et ressources naturelles, c'est de faire de la prospective. Et quand je vous dis faire de la prospective, alors certes, je vends un petit peu ma paroisse parce que c'est un peu mon métier, mais c'est surtout essayer d'inventer un nouveau roman économique. Pour se projeter dans les années qui viennent. Et là, je vais convoquer, et c'est le dernier, je vous promets, je vais convoquer Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, dans son roman Citadelle, il dit la chose suivante. Il dit, vous allez voir, c'est tout à fait en rapport avec la transition énergétique et numérique. Il dit, quand tu veux construire un bateau, ne commence pas à rassembler des hommes ou à couper des planches, mais redonne aux hommes le goût de la mer. Et en fait, derrière cette citation, que je trouve extraordinaire, c'est justement toute la question de penser le futur. L'économiste d'aujourd'hui, il doit être là pour romancer des futurs.
Il doit être là pour changer les représentations et il doit être là pour penser justement ces futurs. Je vous remercie pour votre attention. Bon, ça a mis la barre un peu haut avec Saint-Exupéry. Moi, ça va être Laurent Alexandre, ça va être moins glamour. Bon, ça va donner un riche débat avec les questions après, parce que j'ai noté plein de choses, et plein de choses sur lesquelles j'avais envie de réagir, mais tout en allant tout à fait dans le sens de plein de choses qui ont été dites. Alors la première, c'était que même si vous avez focalisé votre présentation sur les terres rares, on est d'accord que le sujet c'était métaux rares, et qu'il y a une petite musique qui traîne chez les gens qui ne sont pas ingénieurs, de confusion un peu systématique entre métaux rares et terres rares. On est d'accord que les terres rares ne sont pas particulièrement rares, et on est d'accord qu'il y a plein d'autres métaux qui sont mobilisés par la transition énergétique. Oui, pardon. Juste, si je puis me permettre, des terres rares, en proportion, il y en a probablement plus que de l'argent dans la croûte terrestre, pour vous dire. Voilà, après il faut les chercher, hein, parce qu'il y a aussi des trucs, ça s'appelle la minéralisation, et ça se minéralise pas forcément pareil, voilà, donc on va pas, voilà. Mais donc du coup, en fait, il y a plein d'autres types de métaux. Alors dans les éoliennes, il n'y a pas forcément des terres rares, ça dépend, s'il y a une boîte de vitesse, s'il n'y a pas de boîte de vitesse, ça dépend de la puissance. Alors aujourd'hui, effectivement, comme on ne peut plus les mettre onshore, parce que personne n'en veut, on va les mettre offshore. Si on les met offshore, il faut aller visiter les mâts pour faire de la maintenance. Il faut faire la moins de visites possible, parce que venir en bateau, c'est plus compliqué que venir en voiture. Donc il faut faire des mâts le plus puissants possible. Et quand on fait des mâts plus puissants, ce qu'on met en haut doit être le plus miniaturisé possible. Et pour être le plus miniaturisé possible, on met du néodyme, d'opio, de dysprosium. Donc en fait, quand on convoque des métaux un peu bizarroïdes, c'est toujours parce qu'on va chercher de la performance ou qu'on va chercher des possibilités diverses et variées. Et en fait, il y a toujours un peu des solutions alternatives. Quand un prix va trop monter, etc., il y a des logiques de substitution, les industriels vont chercher des choses. Et donc voilà, c'est un petit peu compliqué d'être capable de se projeter sur 2030 ou 2050. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des petits coups d'alerte. Alors il y a des terres rares, il y a des coups d'alerte peut-être sur la question du cobalt ou du nickel dans les batteries lithium-ion. Il n'y a pas du cobalt dans toutes les batteries lithium-ion, mais il y en a souvent. Là aussi, c'est des questions de performance. Si on commence à s'exciter sur le platine, de l'hydrogène, on peut. Et puis il y a toute la question numérique, de la transition numérique. C'est-à-dire que si on dit que demain, pour économiser de l'énergie, il faut faire des voitures effectivement à la Rifkin, j'ai vu que c'est toi qui as mentionné Rifkin, et tout ça dans des smart cities, etc., ça convoque effectivement à ce moment-là tous les métaux du numérique, c'est-à-dire une quarantaine de métaux. Donc là, on peut aller chercher tout le monde avec des choses un peu emblématiques, comme l'indium, le gallium, le germanium, ou comme le tantal, etc. Alors, du coup, moi j'avais envie de faire un petit truc historique aussi, mais je ne vais pas remonter aussi loin. Si on pourrait partir de Jean-Baptiste Say, les ressources sont gratuites, les ressources sont inépuisables, sinon on les obtiendrait pas gratuitement. Cours d'écologie politique de 1815. En fait, moi je voulais repartir sur la question de dire finalement, est-ce qu'on va avoir un problème de ressources ou est-ce qu'on va pas avoir un problème de ressources? C'est ça la question en fait, parce que le fait qu'il faut faire une transition énergétique ou qu'il faut faire une transition écologique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ça on est tous d'accord, on a tous lu le rapport du GIEC, on est content. Et la question c'est, est-ce qu'on va avoir assez de ressources ou pas? Alors ce débat, c'est un vieux débat aussi. Il démarre à la fin des années 40, sortie de la Seconde Guerre mondiale. Avant, on avait d'autres choses à faire. Et les États-Unis, en fait, commencent à produire quelques universitaires un peu écolos. Pourquoi? Parce que dans les années 30, ils ont le Dust Bowl. Vous savez, leurs plaines sont un petit peu... leurs terres arables s'envolent un petit peu avec les tempêtes au milieu des États-Unis, là, dans tous les États un peu producteurs de maïs aujourd'hui. Et donc ça leur fait un peu froid dans le dos dans ces années 30, et donc ils commencent à mettre en place vraiment des outils un peu écologiques, etc. Et de ça va sortir ce qu'on appelle les conservationnistes, qu'on va dire des gens qui travaillent sur la question de la conservation et la question de la biologie. Alors il y en a deux en particulier qui sortent chacun un livre en 1948. Le premier, il s'appelle William Vogt. Il est ornithologue et il écrit un bouquin qui s'appelle The Road to Survival, traduit en français très mal traduit là aussi par la fin du monde, la fin FAIM,
qui prédit qu'on va tous mourir bientôt dans d'affreuses souffrances liées au manque de nourriture. Et puis il y a un deuxième gars qui s'appelle Fairfield Osborn. Lui, c'est le président de la New York Zoological Society. Alors vous allez me dire, quel rapport avec les métaux rares? Vous inquiétez pas, on va y venir. C'est le fils d'ailleurs d'un célèbre paléontologue qui a découvert plein de dinosaures à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Bon, et ce gars, en fait, lui, il écrit Our Plundered Planet, la planète au pillage, la planète pillée. Voilà. Et donc ils vont être les premiers à un peu avoir l'alerte sur la question des taux de croissance, sur la question démographique. Et très vite, à partir de la fin dès le début des années 50, il y a des gens qui vont répondre à cette alerte-là. Alors souvent, eux, sont pas des gens issus de la biologie, c'est plutôt des gens, alors, il y a des futurologues. L'armée de l'air aux États-Unis s'intéresse beaucoup à ce moment-là, paye des fondations de gens qui se déclarent futurologues. Par exemple, un gars qui s'appelle Herman Kahn, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, ou alors Alvin Toffler aussi, qui lui aussi a écrit La Troisième Vague. Et ces gens-là, dans les années 50-60, vont prédire en fait que le progrès technologique va être totalement exponentiel, qu'on va aller sur la Lune, etc. Il y a beaucoup d'écrits très très rigolos de cette époque-là. Il y a un gars aussi plus truculent qui s'appelle Buckminster Fuller. Peut-être les gens des chimistes dans la salle, je sais pas, connaissent le Fulleren, la base des nanotubes de carbone. Donc Fuller qui était l'inventeur des dômes géodésiques. Et lui, il invente dès les années 30 le concept d'éphéméralisation. Aujourd'hui, on dirait dématérialisation. C'est-à-dire le fait qu'on va produire de plus en plus, enfin avoir de plus en plus de services, bien en utilisant de moins en moins de ressources. Et il prend des exemples vraiment très intéressants, très parlants, comme par exemple disant, bah oui, il y avait des fils du télégraphe, et puis maintenant, on fait de la radio, donc on n'a plus besoin des câbles de cuivre. Donc voilà. Et puis moi, avec mes dômes géodésiques, vous allez voir, je vais faire des bâtiments qui vont être beaucoup plus légers, qui vont contenir le même volume, mais beaucoup plus légers que les bâtiments traditionnels en poteaux-poutres. Et voilà. Donc ces gens-là, en fait, très vite, les conservationnistes, ceux qui alertent sur les ressources, vont commencer à les appeler les cornucopiens. Ils vont les surnommer comme ça, les affubler d'un petit nom, les cornucopiens, cornucopians. Donc la corne d'abondance, cornucopia, c'est-à-dire les prophètes de l'abondance par le progrès technologique. Et alors évidemment, les cornucopiens ne se laissent pas faire, et donc eux, ils vont affubler les autres d'un petit nom assez sympa aussi, qui est traduisible en français, mais qui n'a pas vraiment été traduit, c'est les Doomsdayers. Donc c'est les prophètes de malheur, les prophètes de l'apocalypse. Et ils vont se battre comme ça pendant toutes les années 50, les années 60. Il y a un gars, peut-être vous avez entendu parler forcément, qui s'appelle Paul Ehrlich, qui lui est à l'origine, c'est un biologiste spécialiste des papillons, qui va écrire la bombe P dans fin des années 60. Donc le fait que là, voilà, on va avoir un problème de ressources parce que la population augmente de manière exponentielle et la consommation augmente de manière exponentielle aussi. Et puis du coup, on va arriver à effectivement 1972, Meadows, avec la première utilisation de la dynamique des systèmes. On fait tourner quelques ordinateurs au MIT et ils vont comme ça prévoir cet effondrement, on pourrait dire, quelque part au milieu du 21e siècle. Voilà. Et alors là, ça va rendre les cornucopiens hystériques. Donc, c'est en général des économistes. Alors, il y en a un qui s'appelle William Nordhaus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. Ça vous dit quelque chose? Il vient de recevoir le Nobel. Il vient de recevoir le Nobel en 2018, et ce monsieur, pour sa contribution à la finance verte, et ce monsieur, il commet un papier en 1974-75, je crois, donc dans les autres solos, où il va contester en fait le rapport Meadows en disant Meadows s'est planté parce qu'il y a justement quelque chose que Meadows a négligé, c'est le progrès technologique. Et grâce au progrès technologique, en fait, on a toujours réussi à repousser les pénuries, et il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas à nouveau. Et il va d'ailleurs en faire un article assez sympathique de 60 de pages, avec beaucoup d'équations, comme beaucoup les économistes, qui veulent absolument rien dire, celle-là, je n'ai pas dit que toutes les équations des économistes voulaient rien dire, il n'y a pas d'autres économistes dans la salle qu'Emmanuel, je me fais pas lâcher à la sortie, c'est bon. Et alors, il invente un concept, ça s'appelle la backstop technology, on va traduire ça par la technologie qui tue. C'est écrit dans l'article, c'est facile, on trouve ça sur internet, et il dit, oui, vous connaissez, il dit, grâce à la backstop technologie, alors, la définition de la backstop technologie, c'est une technologie qui amène une énergie infinie, en puisant dans des ressources infinies, et totalement propres. Alors c'est sûr que, avec une techno comme ça devient tout de suite beaucoup, beaucoup plus facile, forcément. Et donc, grâce à ça, en fait, et son article de 60 pages avec plein d'équations, il en déduit qu'en fait, Meadows a complètement tort. Voilà. Alors ça va continuer comme ça un petit peu, ça va s'arrêter un petit peu dans les années 80,
90 parce qu'on a un peu autre chose à faire à ce moment-là, vous voyez, c'est un peu la fin de l'histoire, Fukuyama, pardon, pas Fukushima, Fukushima c'est un peu plus tard. Hein, donc c'est la chute de l'URSS, etc. Donc on a l'agenda, il est un petit peu différent. Il y a aussi la question du changement climatique qui prend de l'ampleur à partir des années 80. Alors d'ailleurs ils vont faire je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a un autre économiste qui s'appelle Julian Simon, qui lui à la fin des années 70, début des années 80, il écrit un bouquin qui s'appelle The Ultimate Resource, la ressource ultime en 1981, qui est en fait un pied de nez aux géologues ou aux gens qui vont, parce que vous savez on parle de ressources ultimes quand on est dans la définition des réserves, des ressources, et il dit la ressource ultime en fait c'est l'homme. C'est-à-dire que plus on sera nombreux, plus on sera heureux, parce qu'on arrivera à faire du progrès technologique et à se développer. Et Laurent Alexandre, c'est pour ça que je disais ça en introduction, il a commis une tribune cette semaine, où il est avec je ne sais pas quel économiste d'ailleurs, et il parle de Julian Simon en disant, voilà, donc on est toujours dans ce débat-là, en fait, on n'a pas quitté ce débat. Alors il se trouve pour la petite histoire que Ehrlich et Simon ont fait un pari en 1980, c'est Simon qui propose à Ehrlich, et il dit, Simon propose aux Doomsdayers, il leur dit, moi je suis prêt à prendre un pari, vous prenez n'importe quelle ressource, n'importe quelle commodité dont le prix n'est pas manipulé par la puissance publique, parce que ces gens étaient tous des libéraux, il dit, voilà, vous prenez n'importe quoi, et à n'importe quel terme dans le futur, et je vous parie que ça sera moins cher. Et Ehrlich relève le défi, il choisit un panier de 5 métaux, je crois. Alors il y avait le tungstène, le nickel, je ne sais plus exactement ce que c'était. C'est en 1980, ils prennent le pari, ils achètent virtuellement pour $1000 des trucs. Et 1990, 10 ans plus tard, Ehrlich a perdu son pari, à la fois en dollars constants et en dollars courants. Il se fait exploser et il envoie un chèque de je ne sais plus combien, 300 et quelques dollars de mémoire, enfin c'est peut-être pas ça, non. Mais ça se trouve très facilement sur Wikipédia, et donc voilà, il perd son pari. Alors il n'a pas de chance parce qu'en fait, il se trouve que juste en 1990, il y a la chute de l'URSS, il y a la baisse du PIB dans les Comecon, dans les pays du Comecon, on commence à vendre les ressources stratégiques. Vous savez que les États-Unis et les Soviétiques avaient des ressources rares qu'ils avaient gardées en stock, et donc à un moment ils libèrent tout ça, et les prix vont rester très bas pendant toutes les années 90. Et donc finalement jusqu'au redécollage de la Chine à partir du début des années 2000, on ne parle plus tellement de ressources parce que finalement les ressources elles sont effectivement disponibles, elles sont là. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'amener au débat pour essayer d'aller un petit peu plus loin, peut-être que juste dire il y a les cornucopiens qui disent que de toute façon le progrès technologique va toujours nous sauver, et puis il y a les prophètes de malheur. Voilà. Alors les prophètes de malheur se sont toujours glorieusement trompés, puisque aujourd'hui il y en a plus que jamais, même les plus récents c'était la question du pic de pétrole. Aujourd'hui on dit le pic de pétrole il est où? On est à 100 millions de barils par jour, on n'est toujours pas là. Ah oui mais ça dépend, est-ce que c'est le pic conventionnel, le pic pas conventionnel? Et oui mais alors qu'est-ce que j'en ai à faire du conventionnel? Moi je fais des gaz de schiste et je t'emmerde. Donc vous voyez, on est toujours un peu dans le débat. Alors, toute la problématique, elle tourne autour de la définition des réserves, en fait. C'est qu'est-ce que c'est qu'une réserve? C'est-à-dire comment est-ce que je convertis mon argent, ou je sais pas quoi, ce que j'ai dans la croûte terrestre, et comment j'en fais effectivement quelque chose qui est accessible, que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir mobiliser dans le... Voilà. Et bien la réponse, ça marche comme pour le pétrole ou pour le gaz, pour les métaux, c'est qu'une réserve, c'est une ressource géologiquement identifiée, qu'on peut produire à prix actuel et à technologie actuelle. C'est la définition d'une réserve, c'est ça qui fait qu'on peut calculer quand on s'appelle BP ou je ne sais pas qui, Eramet ou autre chose, ou Rio Tinto, la définition des réserves, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a 3 manières de faire varier des réserves, et le fait est qu'elles ont varié dans le passé, plutôt d'ailleurs à la hausse en l'occurrence, c'est qu'on peut identifier des nouveaux gisements potentiels. La première mine aujourd'hui sous-marine a ouvert au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut imaginer d'aller ravager un jour l'Antarctique, que sais-je. Donc on peut toujours trouver des nouvelles ressources, identifier des nouvelles ressources géologiquement. Le fait est qu'on le fait. La deuxième possibilité, c'est la technologie, où effectivement le progrès technologique permet d'aller chercher des choses qui sont toujours plus profondes, ou avec des minerais qui sont de moins en moins riches, puisque évidemment on n'est pas stupide. On tape d'abord dans le stock qui est le plus riche et le plus accessible. On va commencer par creuser plus profond un truc que je peux récupérer à 100 mètres de profondeur. Donc du coup, on peut aujourd'hui, je ne sais pas, en Nouvelle-Calédonie, on va faire de l'hydrométallurgie, on va aller chercher des minerais de nickel à 1%, alors que c'était inimaginable il y a 30 ans, on aurait fait des trucs à 3 ou 4% minimum. Voilà, on a donc du progrès technologique qui est possible. Et puis il y a le prix.
effectivement, et là c'est là que l'économie peut s'introduire un petit peu, c'est que mécaniquement, si mon prix est plus élevé, je suis capable de mobiliser plus de ressources, d'en faire des réserves, et c'est pour ça que vous n'entendrez jamais un géologue vous dire qu'il y a un problème de ressources, un problème de réserve, parce que payez-le le prix suffisant, et il ira vous chercher ce qu'il y a à aller chercher. D'accord ? Alors, il peut y avoir un problème de décalage dans le temps, à cause de la question des mines qui vont durer 10 ou 15 ans, mais on finira par aller les chercher, donc il peut y avoir des soubresauts, des difficultés comme ça, mais globalement on pourra aller le chercher. Et c'est vrai, puisque aujourd'hui, dans une mine de cuivre, je vais aller chercher 10 kg de cuivre, enfin 5 à 10 kg de cuivre, alors que dans une mine d'or, par tonne de minerai, alors que dans une mine d'or, je vais aller chercher 1 à 5 grammes d'or. Pourquoi est-ce que dans la même tonne de minerai, dans un cas, je vais prendre 400 kg de fer, 10 kg de cuivre ou 1 gramme d'or? Parce que nous, bêtes consommateurs, on est prêt à payer l'or plus cher que le cuivre, et le cuivre plus cher que le fer. D'accord? Mais finalement, il n'y a pas de limite, il n'y a théoriquement pas de limite. Il n'y a d'ailleurs tellement pas de limite sur le pétrole, il y en a une limite. C'est-à-dire, à un moment, je ne veux pas mettre plus d'un baril de pétrole pour récupérer un baril de pétrole. Sinon, je fais tourner la cage à hamster pour rien, c'est pas très utile. Mais dans le cas des métaux, il n'y a pas de problème. Si vous êtes prêt à mettre plus d'énergie et plus d'argent et mobiliser du capital et de l'énergie, ben on va aller les chercher. Et c'est bien ce qu'on fait, puisque les courbes de l'ouverture des nouvelles mines, le taux de richesse des minerais, etc., est plutôt en baisse. Hein, ça dépend un petit peu de chaque métal, mais c'est logique, puisque à nouveau, on s'enfonce un peu comme ça, si vous voulez, à baisser l'accessibilité et à complexifier le truc. Le problème, c'est que du coup, ça marche bien tant qu'on a effectivement de l'énergie disponible, et tant que cette énergie, fossile par ailleurs, hein, parce que le camion électrique, vous voyez, dumper de 400 tonnes de charge utile, il n'existe pas encore en version électrique, vous voyez, peut-être le 38 tonnes existera, mais le gros camion qui est dans les mines, c'est encore du diesel et du pétrole. Donc, le problème qu'on a, c'est que si on avait une énergie infinie, la backstop technology de Nordhaus, bah, on n'a pas tellement de problèmes de réserve, de minerais, de trucs, puisqu'on peut les chercher où on veut. On peut descendre en profondeur, on peut descendre en richesse du minerai, et on va se débrouiller comme ça. On pourrait même aller chercher, j'en sais rien, sur la Lune, ailleurs, dans les astéroïdes. Il y a une ou deux entreprises qui se sont montées comme ça, dans les temps de quantitative easing. C'est facile de monter des startups de ce type-là. Voilà, donc on n'aurait pas de problème particulier. Si on avait qu'un problème de climat et qu'on avait, si je puis dire, et d'énergie fossile, et qu'il fallait effectivement faire la transition écologique et qu'on n'avait pas de problème de métaux, ben voilà, on irait mobiliser tout ça. Mais vous voyez qu'on a une espèce de problème un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois on est un peu tendu sur les métaux parce que ça réclame plus d'énergie, et à la fois on est un peu tendu sur l'énergie parce qu'une énergie décarbonée va réclamer plus de métaux, et même d'ailleurs l'énergie carbonée aussi, parce que vous voyez, produire en ultra deep offshore au large du Mexique ou je sais pas trop où, en Arctique et autres, ça mobilise aussi plus de métaux, et des métaux un peu bizarres aussi, parce que c'est très haute technologie. Et donc, pour mobiliser le même baril de pétrole par rapport au baril de la famille Ewing, vous voyez, au Texas, ou les champs supergéants découverts dans les années 30 à 60 en Arabie Saoudite, bah, ça réclame aussi plus de technologie et donc de métaux. Donc on est un peu pris dans cette espèce de cercle vicieux pénible, auquel se rajoute un dernier élément. Alors, ça prend une complexité sans nom, parce qu'en fait, déjà qu'on n'arrive pas à faire des prévisions correctes sur le pétrole, parce qu'il y a aussi une couche de spéculation, il y a aussi une couche géopolitique qui existe aussi sur les métaux, hein, soyons clairs. En plus, les mines sont polymétalliques pour la plupart, donc elles sont polymétalliques pour les terres rares, mais elles sont polymétalliques pour tout le reste. Donc quand vous êtes en train de faire de l'indium, bah, ça dépend des mines de plonzingue. Quand vous êtes en train de parler de gallium, ça dépend de la production de bauxite et de plein de choses différentes. Donc c'est extrêmement compliqué de faire des prévisions. Ce qu'on sait par contre, c'est que aujourd'hui, on a des taux de recyclage qui sont plutôt bons sur les grands métaux basiques, on va dire le cap de cuivre, dont on fait facilement un cap de cuivre, hein, et à la limite on recycle à l'infini. C'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait simplifier en tout cas par rapport aux chaînes de polymères des plastiques ou des choses comme ça. Par contre, les petits métaux, tous ces métaux, alors notamment les métaux du numérique, etc., sont extrêmement mal recyclés. Donc on n'arrive pas à faire de l'économie circulaire, parce que je sais pas, le mot n'a pas été prononcé, mais c'est une des manières d'essayer de répondre à la problématique des métaux, c'est de dire
Ok, j'extrais beaucoup, très bien. Bon, il a fallu assurer le décollage de la Chine, que je sais pas quoi, il va falloir encore électrifier, finir d'électrifier l'Afrique et l'Inde, que sais-je. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, ouf, on fait de l'économie circulaire parce que les métaux ne disparaissent pas. Hein. Contrairement aux barils de pétrole, ils sont toujours ici dans la technosphère, dans l'anthroposphère, dans la technosphère, on appelle ça comme on veut. Le problème, c'est qu'en fait, ça marche pas très bien parce que tous ces petits métaux un peu high-tech, ils sont soit utilisés dans des alliages. Et donc c'est très difficile de récupérer, les réextraire quand ils ont été utilisés dans une portière de voiture, en gros, hein, pour faire des aciers amendés avec des trucs un peu bizarres, du tantal, du tungstène, du vanadium, que sais-je, en toute petite quantité. Soit ils sont utilisés en usage dispersif, donc dans les peintures, dans les encres, dans la bouillie bordelaise pour faire de la vigne bio, que sais-je. Soit ils sont utilisés en toute petite quantité et en alliage dans les produits électroniques. D'accord ? Parce qu'effectivement, dans un smartphone, vous allez avoir quelques milligrammes, quelques microgrammes parfois d'un certain nombre de petits produits. Quand vous allez amener votre smartphone en fin de vie, quand bien même ça serait dans la poignée d'usine de classe mondiale qui est capable de traiter ce genre de déchets, ben, il ne va pas pouvoir récupérer les 40 métaux qui sont dedans, il va en récupérer peut-être 15, s'il est très fort, et encore pas 100%. Et donc du coup, ça donne quoi? Ça donne que le taux de recyclage aujourd'hui de tous les métaux, enfin pas de tous, mais d'une bonne partie des métaux emblématiques des nouvelles technologies, comme le tantal, les terres rares, l'indium, le gallium, le germanium, etc. Tous ces métaux sont recyclés à moins de 1%. Qu'en langage technocratique, ça veut dire 0, hein, mais vous voyez, il faut les mettre dans des critères. Donc, alors c'est pas parce qu'on est des mauvais consommateurs qui ramenons pas nos téléphones, c'est pas parce qu'on est des mauvais ingénieurs qui n'arrivons pas à prévoir, c'est parce que l'ensemble des contraintes, à la fois sociales, où effectivement il faut récupérer le truc, à la fois technologique, parce qu'il y a quand même des incompatibilités métallurgiques et de couple redox, vous voyez, si vous voyez ce que je veux dire, et de contraintes économiques, bah, fait que du coup ça vaut pas le coup, à un moment on ne peut pas récupérer. Donc du coup, alors à ça se rajoute effectivement l'effet rebond qui a été mentionné, alors qui prend des dimensions partout, hein, je veux dire le covoiturage à la Rifkin qui permettra de produire 10 fois moins de voitures parce que tout le monde va covoiturer, se déplacer, je sais pas quoi. Bah oui, mais pour l'instant le covoiturage de longue distance, il fait pas baisser la facture globale des gilets jaunes français, hein, au contraire, il y a un effet rebond. On sait qu'il y a des gens qui prenaient le train qui se mettent à prendre la voiture parce que c'est moins cher ou plus pratique. Il y a des gens qui n'auraient pas fait le déplacement entre Paris et Strasbourg, mais voilà, c'est pas cher, donc je vais y aller. Donc il y a un effet rebond qui se passe. On sait que cet effet rebond, il existe dans l'efficacité énergétique. Quand on rénove des logements, le gain complet n'est pas récupéré. Les gens en général gagnent en confort et chauffent un petit peu plus que ce qu'on aurait pu espérer. Et avant ils avaient froid, et donc c'est quand même bien d'avoir rénové, mais voilà. Et puis dans le numérique, il prend évidemment des proportions hallucinantes. Et malgré tous les progrès qu'on fait sur le green IT, on va dire, c'est-à-dire la capacité à baisser la facture énergétique, la climatisation, etc., des data centers et autres, bah, comme on double tous les 18 mois la quantité de données qu'on échange, qu'on stocke, etc., et qu'on n'est qu'au début de l'aventure, parce qu'avec l'Internet des objets, le big data et autres, ça va être juste hallucinant s'il se passe ce que un certain nombre de personnes ont envie que ça... Enfin, en tout cas, ce que les rapports aujourd'hui prospectifs peuvent donner, ça va être terrible. Et puis du coup, il y a cet effet systémique, globalement, c'est-à-dire de dire, j'ai l'impression de régler un problème d'un côté, mais finalement, j'en crée un de l'autre. Alors, j'ai l'impression de régler un problème ici, peut-être en faisant de la transition énergétique, parce que j'installe des panneaux solaires, je sais pas quoi, et je déporte une pollution ailleurs, minière ou à travers la fabrication. Et puis, ça peut être sur plein d'autres choses, hein. Ça va être la Smart City. Bah, la Smart City, moi, je sais pas ce qu'elle fait gagner. Je ne sais pas d'ailleurs tout à fait ce que ça veut dire, même si tout le monde manipule un peu ce concept, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en termes de consommation de data center. Vous voyez, une voiture autonome, paraît-il, pendant 1h30, elle cracherait 4000 gigaoctets de données. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est comme les hexajoules, là, tout à l'heure, des trucs qui sont pratiques à faire ça en hexajoules, c'est vraiment sympa. Hein. Ça permet vraiment de faire des belles analyses, on sent qu'ils ont envie de sauver la planète au GIEC. Bon, donc effectivement, merci pour la conversion hexajoule terawatt que je n'ai pas retenue, mais... Oui, qu'est-ce que j'ai? Donc la voiture autonome, 4000 gigaoctets par jour. Qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? Ça veut dire que 1 million de voitures autonomes dans le monde, sachant qu'aujourd'hui il y a 1 milliard de voitures, okay, 1 million de voitures autonomes, ça représenterait le trafic Internet mondial actuel. Donc pour avoir tous des voitures autonomes avec la même quantité de voitures autonomes, il faudrait multiplier par 1000 le trafic Internet.
je vous rassure tout de suite, ça va se passer. On a déjà fait, multiplier par 1000, c'est pas très dur. Hein. Il suffit de multiplier par 2 tous les ans et ça va très vite. Les puissances de 2 vous le montreront assez facilement. Et la 5G qui se prépare, qui va faire que chaque brin d'herbe sur Terre recevra une dose de rayonnement dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle va en faire, par satellite et autres, va nous préparer à tout ça. Et voilà. Mais quelle consommation énergétique déportée en face, enfin quel gain d'un côté et qu'est-ce qui est déporté de l'autre, c'est des calculs qui ne sont pas du tout faits. Et donc, moi j'ai tendance effectivement à partir sur la question de la sobriété. Alors est-ce que c'est de la sobriété mode décroissance, mode post-croissance, mode frugalité, mode je sais pas quoi, on l'appelle comme on veut, moi ça m'est égal. Je dis juste qu'à un moment, si on n'est pas capable d'ajuster à l'arrache et vraiment version très forte la consommation d'énergie et de ressources qu'on a aujourd'hui, et qu'en plus on essaye de l'appliquer à l'ensemble des pays du monde parce qu'on est sympa, on est des consommateurs ouverts et appartenant au village global de la planète, et tout ça en plus avec quand même des facteurs démographiques qui sont ce qu'ils sont, qui existent, hein, je veux dire, on ne peut pas les nier, bah, ça va être très compliqué, et ça va donner un extractivisme, alors c'est un peu un néologisme, mais minier, qui va être vraiment carton. Alors après, avec quel impact pour l'environnement et autres, ben, il y a des choses, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui n'est pas recyclé termine dans la biosphère, hein, par définition. Hein. Ça termine soit sous forme d'effluents, soit sous forme de déchets. Voilà. Donc il faut travailler cette sobriété, il y a plein de manières de le faire, effectivement. Il faut sortir de la civilisation de la voiture, il faut réapprendre à enfiler... C'est beaucoup plus facile d'isoler un corps, effectivement, que d'isoler un bâtiment, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher. On verra le retour du printemps avec grand plaisir, comme autrefois. Donc il n'y a pas que des trucs bien. Il faut faire de l'éco-conception, de la vraie. Or aujourd'hui, il y a une obsolescence, alors c'est pas juste de l'obsolescence programmée par les méchants industriels que nous représentons, mais il y a de l'obsolescence marketing, il y a de l'obsolescence systémique parfois, entre le hardware et le software, enfin il y a plein de choses qui se promènent là. Et puis il y a la question de la productivité, je suis d'accord, c'est-à-dire que la productivité, qu'est-ce que c'est? C'est de la consommation d'énergie et de ressources à la place de travail humain. C'est ça la définition, disons, anthropique de la productivité, c'est ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait un arbitrage entre les ressources et l'énergie, qui deviennent de plus en plus dispendieuses d'un point de vue environnemental, et le travail. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le paradigme du 19e siècle, où on avait des ressources qui étaient effectivement inépuisables, et avec à donner un coup de pelle, et puis ensuite au 20e siècle un coup de tractopelle, et du travail qui lui était plutôt rare ou pénible à mobiliser, c'est-à-dire qu'il fallait aller amener les paysans dans la ville, ils faisaient grève un peu de temps en temps, je sais pas quoi, et on est resté dans ce paradigme-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ce paradigme-là? Qui est un arbitrage fiscal, soyons clairs. Hein. Pourquoi est-ce que quand je vais chez... Non, du coup, si c'est filmé, pourquoi quand je vais chez mon meilleur vendeur de fer à repasser, si mon fer à repasser est cassé, je sais pas quoi, parce que le bilan, machin, il faut le faire réparer, il y a un truc, mais rien que de l'ouvrir, mon bon monsieur, ça va coûter le prix du neuf. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai assis l'ensemble de, je sais pas, la protection sociale, sécurité sociale, chômage, retraite, etc., sur le travail humain et pas sur les ressources et l'énergie. Donc on est dans un paradigme où on n'a pas assez de travail humain et on mobilise des ressources pour remplacer les guichetiers par des machines, remplacer demain les juristes, les journalistes, je sais pas quoi, les conseillers bancaires par des logiciels d'intelligence artificielle, mais tout ça, c'est remplacer le travail humain qui aujourd'hui est surabondant. Ça s'appelle le chômage ou le temps partiel subi. Alors, il faut réduire le temps de travail, ça peut être bien aussi pour faire soi-même les confitures. Hein. C'est une manière de faire aussi. Mais voilà, on est dans ce problème-là, et donc il y a cette question devrait devenir aiguë, parce que si on n'est pas capable de réfléchir à pourquoi on produit, c'est-à-dire la question de la sobriété, qu'est-ce qu'on mobilise ou pas, qu'est-ce qui est utile ou pas, est-ce que le fait de mobiliser des ressources se justifie par rapport à nous-mêmes et par rapport aux générations futures. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'a pas du tout envie de renoncer au dentiste avec sa radio numérique quand vous allez aujourd'hui chez le dentiste. Personne n'a envie de revenir au dentiste des années 70, hein, pour ceux qui ont connu, a priori pas. Bon, donc là on peut dire que c'est peut-être un bon usage des ressources, et puis le distributeur de croquettes pour chat connecté, avec dispositif de reconnaissance faciale pour pas nourrir tous les chats du quartier, il faut pas déconner. Ça existe, hein. Ça remplace du travail humain, qui était un travail humain d'ailleurs non rémunéré, au sens marxiste du terme, c'est pas très sympa, c'était la vieille voisine qui partait pas en vacances en même temps que vous. Et là on l'a remplacé par une machine qui est vachement plus pratique, parce qu'en plus on peut suivre le poids du chat sur son smartphone. Voilà, et donc du coup,
Voilà, c'est cette question de l'utilité, cette question de l'arbitrage, elle devient énorme. Et à mon avis, enfin, voilà, ingénieurs que nous sommes, il faut qu'on se réveille un petit peu. Enfin, il faut qu'on change un peu de braquet, parce qu'on est un peu complice de tout ça. Alors c'est Schumacher qui disait, vous n'avez pas cité Schumacher, mais il fait partie de cette école des économistes des années 70 qui se réveille un peu sur la question des ressources et sur la question environnementale. Alors pas Schumacher, pas celui qui est, je sais pas trop où dans les Alpes là, qui s'est planté avec sa GoPro, Ernst Friedrich Schumacher, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Lui disait tout ce qui n'a pas de sens à long terme est absurde d'un point de vue économique. Ouais. Donc, on est bien sur cette question-là. Et aujourd'hui, on est encore dans l'absurdité. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on ait un discours de vérité. Ça devient possible partout, dans les administrations, dans les entreprises. Il faut arrêter le greenwashing, il faut arrêter d'être complice de ces trucs-là. Il faut qu'on se réveille et qu'on mette notre intelligence, l'innovation, au service du bien commun, au service de l'économie de ressources, au service de la capacité à baisser la facture environnementale de la planète, et pas au service des marchés solvables qu'on pourra trouver pour le compte de nos employeurs ou de nos actionnaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir. Moi j'avais une petite question pour Emmanuel. Je voulais savoir si un des soucis qu'on avait justement aujourd'hui, et si je reprends les exemples que tu as pris, n'était pas une espèce de décorrélation qu'on observait entre l'économie et à dire la physique et les sciences de l'ingénieur. Avec voilà, tu as cité Rifkin, où on a typiquement voilà, un exemple d'économiste hors sol qui n'a jamais vu un data center et qui ne comprend pas en fait les mécaniques de transformation physique. Philippe a cité Nordhaus concernant le Club de Rome, mais on aurait pu citer Leontief de la même manière, avec la problématique prix, où il arguait le fait que on pouvait mettre effectivement un voile prix qui allait changer les comportements, mais sans se rendre compte que c'était rien d'autre que de militer pour la décroissance, si on voulait derrière faire en sorte que le modèle se passe, sauf que en mettant le voile prix, il ne nommait pas cette décroissance, puisque il compensait en fait une baisse de la production par une augmentation artificielle de la valorisation du prix de cette production. Et puis la troisième chose, effectivement, c'était d'arriver à des indicateurs qui soient des véritables indicateurs physiques. Quand on parle de la productivité, aujourd'hui, pour créer $1 de richesse, il faut 1 kWh. Et 1 kWh, que ce soit le paysan du Kerala, ou alors le gros industriel, quand on regarde, en fait, quelle que soit l'énergie en fait, qu'on y mette. Et donc finalement, la mesure de la productivité, c'est simplement parce qu'on oublie que par rapport au nombre de mecs qui sont là, on a une machine qu'on arrive à faire tourner 5 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus que la vache du paysan du Kerala. Alors est-ce qu'il n'y a pas finalement à remettre à l'honneur, je dirais, l'ingénieur économiste qui va être capable de marier à la fois le physique et l'économie. Et rendez-nous Halley aussi, qui maintenant n'est plus dans les bibliothèques des grandes universités. D'accord. Merci beaucoup. Non, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne question, et faut aller peut-être un tout petit peu plus loin, j'allais dire, déjà de ce qu'est un économiste à l'heure actuelle, en fait, et la formation des économistes, et notamment des économistes qui publient à l'heure actuelle. Un économiste qui publie à l'heure actuelle, c'est un économiste qui modélise, ou qui fait de l'économétrie. C'est un économiste qui n'a absolument pas besoin, en fait, d'aller voir ce que c'est qu'une usine, d'aller voir ce que c'est qu'une mine. Et à la rigueur, ça ne le concerne pas, parce qu'encore une fois, en fait, dans son modèle, vu qu'il va avoir des fonctions de travail, capital, il ne va pas avoir besoin en fait, d'une réalité industrielle. Et donc ça, effectivement, c'est un manque. C'est un manque certain. Après, l'ingénieur économiste, il a aussi ses défauts. Il ne faut pas non plus... faut se regarder aussi. L'ingénieur économiste, en fait, il est très axé sur le chiffre. Il lui faut un chiffre, en fait. Et donc ça aussi c'est un peu problématique, parce que finalement l'économie c'est encore une science humaine, et on ne peut pas la résumer par un chiffre.
Donc oui, il faut que les économistes, j'allais dire standards, néoclassiques, ils sortent de leur bureau et qu'ils arrêtent de nous pondre des équations pour comprendre pour faire passer des messages. Mais que d'un autre côté, en fait, l'ingénieur économiste, il conçoit de manière plus large, en fait, ce qu'est l'économie. Donc ça, c'est une première partie de ma réponse. La deuxième partie, c'est sur les indicateurs. C'est étonnant parce qu'en fait, vous voyez ce que je vous ai dit sur le PIB, etc., mais je pense que ça fait 30 ans qu'on le dit. Il y a des comptabilités alternatives qui existent, hein, il y a des comptabilités vertes qui existent, qui sont nées, j'allais dire, dans les années 60-70. Il y a encore, il n'y a pas très longtemps, en 2007, le rapport Fitoussi, Stiglitz de la commission Sarkozy étudiait en fait comment on pouvait essayer d'aller plus loin dans le PIB. Vous prenez un pays comme le Bhoutan. Hein, le bonheur intérieur brut, c'est un indicateur, c'est un vrai indicateur de bonheur ou de prospérité. Mais je le prends uniquement en termes d'indicateur. Je le prends pas en termes de bonheur intérieur, mais c'est ce qui convoque. Donc oui, ces indicateurs, en fait, on y réfléchit, enfin les économistes y réfléchissent, mais le problème c'est que ce PIB, pourquoi il est tant utilisé? Parce que depuis 1945, c'est le canon de la comparaison internationale qui est utilisé, et au final, là, il faut aller convoquer en fait l'ensemble des pays qui contribuent au FMI pour dire voilà, il faut changer de paradigme. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des petits pas en fait dans ces comptabilités nationales, hein. Notamment pour le PIB. Hein, vous êtes tous au courant que maintenant on prend notamment les consommations de stupéfiants, la production, de services sexuels, etc., qui sont comptabilisés dans le PIB. Pardon. Donc ça veut dire que un jour peut-être on prendra un peu plus l'environnement en compte. Enfin, j'espère. Oui, moi je vais redescendre un tout petit peu sur Terre. En fait, dans le dernier rapport du GIEC, ils disent qu'il faut aussi développer l'énergie nucléaire, qui semble une énergie infinie, surtout si on fait la fusion. Et bon, voilà. Et ils excluent pas les énergies renouvelables, mais comme on voit dans ce que vous avez démontré que les énergies renouvelables finalement ont une limite, une limite physique, puisqu'on n'aura pas assez de matériaux, bien qu'il n'y ait pas du tout de matériaux rares dans le photovoltaïque, mais enfin ça c'est une autre question. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ce second volet du rapport du GIEC qui donne une énergie infinie dont on a besoin pour extraire les matériaux? Oui, alors c'est clair que Nordhaus et toute la bande dans les années 70, ils avaient la fusion nucléaire en tête quand ils parlaient de backstop technologie. Hein. Moi je distinguerais fusion et fission, déjà, parce que bon, fusion, franchement, on peut avoir des beaux projets industriels, des beaux projets de recherche, qui peuvent avoir des retombées diverses et variées sur des filières de matériaux et je sais pas quoi, mais franchement, soyons sérieux. Vous le verrez pas, je le verrai pas. Moi sûrement pas. Mais moi non plus. Alors peut-être des très jeunes enfants, parce qu'il paraît que le premier homme qui vivra 1000 ans, d'après Laurent Alexandre, la première femme est déjà née. Bon, peut-être que là, sur 1000 ans. Non, mais trêve de plaisanterie. Il n'y a rien de plus dispersif et consommateur de ressources qu'une centrale nucléaire. C'est monstrueux. C'est une table de Mendeleïev à elle toute seule. Puis avec des trucs, je vous dis pas, hein, dans un circuit primaire, le truc, nickel, cobalt, tantal, machin, l'hafnium pour les barres de contrôle, parce que ça arrête les neutrons, le zirconium pour emballer les trucs, parce qu'au contraire, ça les laisse passer, tungstène pour les tout, hein, et, vous voyez ce que je veux dire, c'est hallucinant. Et je peux vous garantir qu'après 40 ans d'utilisation, le circuit primaire d'une centrale nucléaire, on ne va pas en refaire des boîtes de conserve. Donc en termes d'économie circulaire, ça ne marche pas. D'accord ? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, admettons par exemple qu'on fasse la génération 4. Hein, je saute directement pour pas avoir de problème d'uranium 235 non plus, parce que sinon, c'est pas la backstop technologie. Donc je saute directement à la génération 4. C'est généreux hein, par rapport à la capacité de la filière à l'heure actuelle. La génération 4, on va dire, bah, c'est bon, j'ai plusieurs milliers d'années à brûler de l'uranium 238 ou du plutonium, quelques déchets des générations précédentes. Très bien. Par contre, on est d'accord que les centrales, il faut les refaire tous les 50 ou 60 ans.
Donc si je me mets 4000 ans de réserve, il faut que je fasse 60 ou 70 centrales de suite, les unes derrière les autres, chacune pas recyclable, chacune pas démantelable facilement. Hein, d'ailleurs, EDF est en train d'acquérir, je crois, quelques hectares autour des centrales actuelles pour la prochaine génération. C'était dans le canard enchaîné d'aujourd'hui. Donc, voilà, imaginez, il faut faire 40 ou 60 fois Flamanville pour tenir jusqu'en l'an 3000 ou je sais pas quoi. Personnellement. Et avec des géologues qui, là, pour le coup, vous disent oui, le nickel, nickel, faut voir, oui, d'accord, les nodules polymétalliques, 100 ans, c'est plié, il n'y aura rien d'autre. Donc, à moins effectivement d'avoir le truc qui est vraiment. Enfin, là, c'est un pari technologique vraiment très fort, de dire j'aurai tellement d'énergie que je vais aller la chercher dans les astéroïdes que je vais aller chercher mes ressources dans les astéroïdes. Enfin, ça me paraît un pari un petit peu complexe de se jeter à bras-le-corps comme ça dans un usage dispersif des ressources, de ressources rares, compliquées, dépendantes d'un système industriel extrêmement mondialisé. Ça veut dire que je vais chercher mes ressources dans 40 pays différents, qu'il faut que j'ai une logistique sans faille, que j'ai des États-nations qui tiennent le coup, que je dois gérer les déchets, etc. Qui me paraît un peu incompatible avec ce qu'on voit arriver en termes de signaux du XXIe siècle, sans vouloir convoquer les 10 plaies d'Égypte. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des petits trucs, ça s'appelle des résistances aux antibiotiques des microbes, parce qu'à force de coller tout ça aux animaux d'élevage et de mettre les poulets, les cochons et les humains ensemble en Chine, ça commence à être un peu... la prochaine va être un peu sérieuse, c'est la pandémie s'il y en a une, ça peut être des questions de faillite bancaire en cascade, ça peut être plein de choses qui fait que ça donne pas envie d'avoir des chaudières qui, quand j'appuie sur le bouton off, ça n'arrête pas, quoi, en gros, parce qu'il faut appeler un chat, quoi. Donc, j'ai beau être ingénieur et je suis pas anti-nucléaire, moi, par principe. Hein, j'ai pas ça dans ma génétique d'écolo des années 70 pacifiste, je sais pas quoi, j'étais pas né, presque. Et il me semble que d'un point de vue technique, c'est quand même un objet vraiment très complexe et pas tellement compatible avec la capacité, on parle de plus en plus de résilience. Hein. Est-ce que c'est résilient? Est-ce que c'est résistant aux perturbations? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un truc qui fonctionne quand c'est la tête d'épingle et puis dessous, il faut le château de cartes qui tienne? Oui, j'ai deux questions à M. Berger. Est-ce que vous voulez repasser votre slide sur l'évolution du prix des terres rares en fonction des années? Comment est-ce qu'on explique la chute du prix des terres rares après 2015, alors que vous nous avez déjà expliqué qu'en 2015 déjà, mis à part les productions pirates, on était en situation de déséquilibre? Alors d'abord... Ça marche, ouais. Alors, concernant l'évolution du prix des terres rares, d'abord les marchés se sont un peu rassurés une fois que les Chinois se sont remis à exporter les leurs. Également, les marchés se sont aussi également rendus compte que la production illégale arrivait à faire un peu le lien entre ce qui manquait du côté de la production officielle et de la demande. Donc c'est le prix est retombé après ça. Le vrai pic, en fait, c'est quand les Chinois ont arrêté d'un seul coup ont bloqué, quand les Chinois ont émis des quotas de production puis des quotas d'exportation, où le petit monde des marchés s'est affolé d'un seul coup en disant on va plus en trouver, et comme ils en ont quand même trouvé, c'est retombé brutalement ensuite, ça n'a pas fait long feu. Ok. Et ma deuxième question, vous pouvez passer la slide sur le pourcentage d'ENR dans la production d'électricité? Est-ce que c'était celui-là? Oui, ça. Un certain nombre d'économistes disent que au-delà de 25% d'ENR dans un mix de production d'électricité, il faut avoir recours au stockage du fait de l'intermittence. Or, ce chiffre, 25%, on y arrive quasiment. En 2020, on est à 26%. Les solutions de stockage d'énergie, actuellement, il n'y en a pas 36 000. Il y a pour l'essentiel les batteries. Pour l'essentiel des batteries au lithium. Faire des dizaines et des dizaines de gigawatts de batteries au lithium, ça veut dire une consommation extraordinaire de lithium. Est-ce qu'on n'est pas en train, en développant les ENR à tout crin,
de se poser une question ou de venir buter sur un mur stratégique de pénurie de lithium. Alors, avant de répondre, il faut quand même dire que ce chiffre inclut l'hydroélectricité. Et bon, si on regarde la France, l'hydroélectricité, c'est, je ne sais plus combien, enfin, 14%. Ouais, c'est un grand pourcentage des énergies renouvelables que l'on produit. Et Alors, dans le monde, je ne connais pas le pourcentage. je crois que dans le monde, ouais, c'est c'est relativisé, quoi. 80% des énergies renouvelables, c'est de l'hydro. Oui, c'est ça, oui. Oui. On est à moins de 5% de l'ENR dans le monde aujourd'hui. Ouais. En hydraulique, on est à 4-5. hors hydraulique. Et hors biomasse. Et hors biomasse. Mais qui n'est pas compté statistiquement. Qui est faible pour l'électricité. On n'entend rien. Ça veut dire qu'en fin de période où on aura effectivement dépassé les 25% de NR intermittentes, il faut qu'on ait trouvé des solutions de stockage qui soient indépendantes des contraintes naturelles liées à la pénurie, à l'insuffisance de terres rares ou de métaux stratégiques tels que le lithium. Alors, en matière de lithium, effectivement, Monsieur H en parlera peut-être mieux que moi, les stocks sont limités et en plus, on va avoir des soucis d'extraction et de batterie. En revanche, en matière de stockage énergétique, il y a pas mal de monde qui se pose la question des batteries à hydrogène qui sont en train d'être développées. Alors, pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus développé, mais alors je crois que c'est EDF qui va relancer les études dessus sous la pression de ses salariés, EDF ou Engie, qui l'un ou l'autre qui avait abandonné l'idée d'étudier l'hydrogène. Et ils ont fait des consultations internes, les salariés ont dit il faudrait qu'on rebosse à nouveau là-dessus. Donc le stockage va effectivement être extrêmement important, ou alors ça veut dire qu'on met des éoliennes dans tous les sens et avec tout l'impact que ça a. Mais c'est le stockage, oui, il y a la question du lithium et l'hydrogène. Après, je sais pas trop. C'est pas mon domaine de spécialité de base. Oui, je voulais juste rajouter un mot, mais alors d'abord, toutes les technologies, on est d'accord, il y a forcément une perte de rendement dans un sens ou dans l'autre, donc ça oblige à démultiplier. Plus je stocke, plus je dois développer des sources complémentaires. Hein. Enfin, clairement, l'hydrogène, pour le coup, on perd 70% dans un sens, et je sais pas combien... enfin, on perd 30% dans un sens, on en repère 10 dans l'autre, donc ça décrante très très vite. On rajoute que les batteries au lithium, il n'y a pas que du lithium dedans, on est en train de s'en rendre compte, et quelques personnes travaillant dans l'automobile ou autre sont en train de se rendre compte, ah zut, il y a aussi d'autres trucs, genre le cobalt par exemple. Cobalt très embêtant parce que 90% du cobalt c'est un sous-produit du nickel ou du cuivre, donc ça peut pas monter non plus comme ça en termes de production, etc. Mais à la limite, enfin la question du stockage, on peut la reposer différemment, c'est à ISO performance, il faut forcément stocker, c'est-à-dire que je veux qu'à tout moment, quand j'allume, effectivement j'ai l'énergie pour que ça s'allume. Mais on peut changer la manière de voir les choses. Je peux décider que les jours où il n'y a pas de vent, je ne lancerai pas ma machine à laver. Il y a un moment, tous les pays qui ont connu des contraintes énergétiques diverses et variées, dans des conditions diverses et variées, il y a des moments, ça coupe, entre guillemets, où il y a des limitations de puissance. Je ne vois pas pourquoi on se bride sur ces possibilités-là, dans le futur, avec des gains totalement fabuleux. Enfin, je veux dire, j'étais tout à l'heure sur Fukushima au lieu de Fukuyama. Fukushima, vous savez combien ils ont baissé dans la journée? La production électrique, 30%. Alors après, ils ont remobilisé des énergies fossiles, ils ont développé le gaz, etc. Ils ne sont pas restés à moins 30% d'un coup. Mais d'un claquement de doigts, ils ont fait moins 30%. Justement, c'est-à-dire sans que le pays s'effondre, sans que les voitures de pompiers s'arrêtent, sans que les hôpitaux s'écroulent, que sais-je, et que ça soit l'anarchie. Alors c'est peut-être le Japon, d'accord, mais comment ils ont fait? Effectivement, ils ont arrêté les clims, ils ont arrêté les escalators, ils ont arrêté des choses comme ça. Bon. Est-ce qu'on n'est pas capable de renoncer à un certain nombre de choses? Enfin, c'est tellement plus simple à nouveau de travailler le négawattheure plutôt que le kilowattheure.
c'est pas simple. Oui. Y compris dans la perspective de l'intermittence. Je voulais faire d'abord une petite réflexion sur l'utilisation des ressources en fonction des formes de production d'énergie. Il y a eu une étude d'un économiste du CEA il y a une dizaine d'années où on ramène la consommation de ressources globales ramenée au mégawatt et au mégawattheure. Bon, et ceci joue favorablement pour les unités centralisées, que ce soit les centrales thermiques ou nucléaires, etc. Bon, premier éclairage. Bon, je donne un exemple aussi concret. Une éolienne offshore actuellement, même flottante, il y a un radier béton ferraillé qui est énorme, qui fait 2500 tonnes. Le radier d'une des tranches EPR en Angleterre, il fait à peu près le même poids. Le radier, bon, il y a une structure bien sûr, mais pour produire 1600, disons 800 fois plus. Bon. Maintenant, pour revenir de manière plus concrète, pour les ingénieurs, je dirais, il y a les économistes, ok, mais les ingénieurs du futur. Bon, il y a différents outils actuels depuis 10-20 ans, on parle d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on dispose dans le futur pour nos ingénieurs actuels ou futurs ingénieurs pour petit à petit aller dans le bon sens, c'est-à-dire minimiser même la production d'énergie à la consommation, produire des formes d'énergie qui minimisent la consommation d'énergie, qu'on n'ait pas d'énergie négative à produire d'énergie pour rien, aussi la consommation des ressources, à la fois la biosphère et la géosphère, c'est-à-dire aussi préserver la biosphère, les sols, tout ça, l'occupation des sols. Voilà, quels outils pratiques, opérationnels, aussi l'influence des politiques, qui effectivement actuellement laissent faire l'éthique. Bon, il y a, on voit effectivement les signaux, le low-tech, les modes de consommation, bien sûr, vont allant dans le bon sens, ne plus dans le sens des services. Mais voilà, on sent qu'il faut de plus en plus des outils opérationnels pour les ingénieurs. Voilà. Si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce qui a été dit avant sur le lithium. Parce que nous, on a fait une étude sur le lithium. En fait, on s'est surtout intéressé à l'électrification en fait, du parc automobile mondial à l'horizon 2050. On a fait des scénarios où on divise par deux les émissions des véhicules ou par 4. Vous voyez. Et dans le scénario le plus contraint, en fait, on va manger jusqu'à 92% des ressources en lithium, des réserves de lithium à l'horizon 2050. Juste un chiffre, parce que la question de la limitation du lithium, c'est un faux procès qu'on fait au lithium. On a une consommation de 45 kilotonnes de lithium, tu me corriges Marine si j'ai une bêtise, et on a des réserves de 16 ou 17 millions de tonnes de lithium. Donc vous voyez, il n'y a pas de limitation à l'heure actuelle. La seule limitation qu'on pourrait trouver, c'est des vulnérabilités qui sont plutôt géopolitiques ou qui sont plutôt géo-industrielles avec, on prend toujours cet exemple-là quand on parle de lithium, le marché du lithium est plus concentré que le marché pétrolier. À l'heure actuelle, vous avez 5 entreprises qui font 90% de la production de lithium. Et là, il y a une vraie problématique, mais ce n'est pas une problématique de criticité de la ressource. Après, c'est dommage ou c'est pas dommage, ça c'est un parti pris qu'on peut avoir, mais en tout cas, c'est pas ce qui sera limitant. Le lithium, il ne sera pas limité. Vous voyez, même dans nos scénarios, en fait, on consomme 92% de la réserve actuelle. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer, et c'est ce qui s'est passé notamment dans le secteur pétrolier, qu'on avait 50 années de réserve en 1970, on en a 52,3 en 2018, c'est-à-dire qu'on a toujours des réserves. Ça, c'était le petit point sur le lithium. Le point sur ce que vous avez dit, oui, il y a des méthodologies, la CV par exemple, les bilans matière, oui, mais je pense que ça, ce sont des outils qui sont déjà à disposition. Après, c'est de le généraliser. Mais faudrait peut-être aller plus loin en fait. Au final, c'est que vous et moi, dans nos comportements quotidiens aussi, on fasse de la CV de tout ce qu'on fait. Et ça serait peut-être un petit peu plus intéressant, si vous voulez. Quelque part, vous connaissez peut-être l'application Yuka où on va tous regarder en fait ce qu'on mange et de regarder en gros s'il y a si c'est gras, si c'est salé, si c'est sucré, etc., etc. Bah, quelque part, il faudra un Yuka un tout petit peu plus important en fait de toutes vos activités quotidiennes. Mais le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, vous allez chercher encore une fois du numérique et donc de la consommation d'énergie pour aller essayer de la limiter. Et donc, en fait, on tourne en rond. Donc moi j'aime bien le concept de simplicité volontaire, c'est-à-dire que il vaut mieux que ça soit volontaire maintenant plutôt que ça soit obligé dans quelque temps.
Ma question va plutôt à Monsieur Biwix. Vous avez à plusieurs reprises employé le terme de sobriété. Hein. L'appel à la sobriété, ça fait partie du langage convenu actuellement. C'est assez bien reçu dans l'ensemble, c'est un peu nouveau, ça sonne bien, etc. Mais quand même, les problèmes d'épuisement des ressources, d'environnement et de climat sont pour l'essentiel aujourd'hui dus au développement des pays émergents, l'Inde, la Chine, etc. Alors vous allez dire aux Indiens, messieurs, soyez sobres. Vous voyez bien que la problématique est quand même pas la même, et que quand bien même serait-on sobre et accepterait-on d'interrompre la climatisation en France et en Europe lorsque c'est nécessaire, ça ne règle absolument pas les problèmes au niveau mondial. Donc quelle est votre vision là-dessus? Bon, rassurez-vous, j'ai dû faire 150 conférences et c'est toujours les mêmes questions qui sortent, donc je suis blindé sur les réponses à apporter. C'est vrai que très rapidement, on tombe sur le... J'essaye de changer un peu de variété, sinon je me fatigue un peu. L'argument, c'est quel argument un peu d'ailleurs, un peu anti-décroissance, si je puis dire, pour les... C'est de dire, attendez, c'est un truc de riche, quoi. Hein, donc on va pas faire de décroissance chez nous, parce que regardez tous les pauvres qui ont encore besoin de se développer. J'ai encore un peu du mal à voir le rapport entre le fait d'essayer de se serrer la ceinture intelligemment chez nous et le fait que l'Inde se développe. Il me semble qu'au contraire, l'Inde ça développerait d'autant plus facilement qu'on serrerait la ceinture chez nous potentiellement. Mais ça dépend, parce qu'effectivement, on pourrait dire que c'est nos chercheurs, par exemple, qui aident à, je sais pas, à développer les réserves. Moi, je pense qu'effectivement, on n'a aucune crédibilité. D'ailleurs, les COP, les unes derrière les autres, le démontrent parfaitement. Je sais pas, on va continuer longtemps comme ça, mais on n'a absolument aucune crédibilité pour dire attention, bon, nous, on s'est aperçu que c'était quand même un peu le chemin qu'on avait suivi de croissance et de développement technologique est peut-être un petit peu compliqué pour la planète à moyen terme, on commence à y réfléchir un peu, on développe les ACV, tout ça, mais alors vous êtes ça carrément nombreux. Hein. Donc là, si vous faites ça, si vous suivez notre truc, on va tout péter. Ils le savent d'ailleurs, hein, que ça va tout péter. Hein. Ils sont aussi intelligents que nous, hein, les Chinois, les Indiens. Ils savent très bien que le niveau de vie des Américains n'est pas reproductible à l'ensemble de la planète. Mais on n'a aucune crédibilité pour leur dire ça, évidemment. Et donc, du coup, les COP n'avancent pas et n'avanceront pas. Et on peut pleurer à un prix mondial du carbone, on peut appeler à une grande organisation mondiale de l'environnement, ça n'arrivera pas, parce qu'on a des agendas différents avec tous ces pays, et même en Europe, on a des agendas différents, parce qu'on n'a pas la même histoire récente. Et voilà, en Pologne, on n'a pas les mêmes réflexions aujourd'hui qu'en France. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire la Pologne, la France, l'Inde ou la Chine? Parce qu'en fait, chaque couche sociale est très différente. Enfin, je veux dire, c'est bigarré, et voilà, il y a des gens qui ont fait des études aux États-Unis, en Chine ou en Inde, ils pensent peut-être pas pareil que les gens qui travaillent dans les usines avec une ambiance un peu Zola 2.0, vous voyez, chez Foxconn qui produit 80% de l'électronique mondiale. Donc, moi je pense que la seule solution, mais elle est largement utopique, donc, mais c'est pas grave, on peut se faire un peu plaisir, on est qu'entre nous ce soir, on décide pas des vrais trucs. Mais c'est pas plus utopique pour moi que de dire qu'on va continuer sur une trajectoire d'accélération technologique qui va nous emmener au ciel. Et bien, ce serait de dire, on arrive à enclencher une réelle sobriété, effectivement, quelque part une sortie de la civilisation de la voiture. Alors pas demain matin, parce que on sait que le fonctionnalisme de la charte d'Athènes, etc., fait qu'on ne va pas pouvoir se passer de voiture demain matin, confère ce qui va se passer samedi sur les routes de France. Donc les gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour se déplacer, etc. Il faut enclencher une logique de sobriété, qu'on appelle comme on veut, et montrer qu'en fait ça va tous nous rendre plus heureux. Alors pas forcément en version bouton, mais version on a tous un job. Parce qu'on peut baisser la quantité d'énergie qu'on consomme, la quantité de ressources, et redévelopper des choses sur les territoires, redévelopper les circuits courts, orienter la puissance, les subventions publiques différemment, orienter la commande publique différemment. Quand on construit un bâtiment, c'est pas juste le prix qui compte, c'est le prix et peut-être la quantité de travail humain et l'énergie grise et les quantités des matériaux, etc. C'est tout ça.
Donc c'est très compliqué à faire, mais à mon avis, on en aurait les moyens, à condition de le vouloir. Mais le problème c'est qui le veut et comment. Voilà. Mais je veux prendre juste un exemple sur la voiture. Juste un exemple, c'est que soit je peux dire voilà, je laisse faire le marché, bon, et puis bah voilà, le marché va se débrouiller. Soit j'essaye de faire une certaine intervention publique, alors c'est est-ce que j'installe des bornes électriques, est-ce que j'en installe pas, combien ça va me coûter, j'en mets combien, etc. Et comment je produis mon électricité, et autres. Soit je dis, j'interdis tous les véhicules qui font plus de 1 tonne 100 à partir du 1er janvier 2020. Ça ne sera plus immatriculable sur le territoire français. Affreusement liberticide, je vous vois, je sais que vous m'avez déjà habillé en kaki, c'est affreusement liberticide, vous êtes d'accord avec moi? La puissance publique qui décréterait qu'une voiture de plus de 1 tonne 100, c'est interdit. Ben moi je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait on vit déjà dans une société liberticide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça, d'ailleurs depuis le XVIIIe siècle, hein, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Il se trouve que j'ai essayé d'acquérir l'année dernière auprès de l'armée française un char AMX-30 d'occasion. Ils sont en train de vendus au prix de la ferraille. Je n'ai pas le droit de rouler sur le périphérique parisien avec. C'est liberticide, vous êtes d'accord avec moi? La puissance publique a décidé que ça abîmait le bitume. Donc c'est pas possible. Ben voilà, la puissance publique pourrait très bien, enfin je veux dire, c'est une norme, c'est réglementaire, c'est normatif. Je peux décider demain que les voitures du 1er janvier 2020, alors peut-être pas 2020, 2022 pour laisser le constructeur, je sais pas quoi, c'est pas plus d'1 tonne 100. Et du coup, quand je vais faire des voitures électriques, je vais aller vers des voitures un petit peu pot de yaourt plus petites et pas vers la Tesla version sport et qui fait 2 tonnes. Et puis l'année d'après, je vais la mettre à 1050 kg. Puis l'année d'après, je vais la mettre à 1000 kg. Et très vite, on va aller vers le vélo. Voilà, de manière progressive, et puis ça va s'adapter. Les ingénieurs vont avoir des innovations, etc. Ça paraît complètement idiot de dire ça. Alors vous pouvez faire, il y a d'autres manières de faire, il n'y a pas que le réglementaire et l'interdiction, vous pouvez faire, ça s'appelle la vignette. Vous payez chaque année en fonction de la puissance et du poids du véhicule. Bon ben voilà, vous avez une taxe très fortement progressive qui fait que ça décourage la voiture qui fait 1 tonne 6 plutôt que la voiture qui fait 1 tonne. C'est beaucoup plus simple de faire une voiture pot de yaourt qui dépasse pas 70 km/h, qui fait 500 kg, et on peut mettre des joueurs du PSG en couverture de Paris Match avec, hein, si on veut la rendre hype et sympathique. C'est beaucoup plus simple que d'inventer une voiture très hyper techno, très compliquée, machin, pour essayer de lui faire baisser de quelques grammes de CO2 par kilomètre, comme on est aujourd'hui parti. Donc il faut réinventer la 2 chevaux. C'est la 2 chevaux avec le filtre à particules. En gros, parce que si je fais la 2 chevaux sans le filtre à particules, je suis mort là. Bon, ça pollue peut-être moins que certaines voitures actuelles. Ouais, faut voir, ça dépend sur quels critères, sur les PM, je sais pas combien, 2,5, machin, voilà. Ça faisait des gros PM. Voilà. Alors, on a une question. Mais juste pour un petit complément, en fait, je vais vous donner juste 3 chiffres pour réfléchir au modèle dans lequel on vit quand même. 1900-1950, l'indice de développement humain double, les émissions de gaz de GES triplent. 1950-2010, l'indice de développement humain double, les émissions de GES font x5. D'accord ? 2010, aujourd'hui, 10% en plus sur l'indice de développement humain, 1 tiers de plus sur les émissions de GES. C'est pas soutenable, d'accord? Certains, alors je convoque Éloi Laurent, qui a écrit un bouquin formidable là-dessus, il parle de croissance zombie. Oui, quand on fait de la croissance qui n'est capable que de faire des émissions, et qui réduit en plus la part des personnes qui travaillent, on est dans un schéma de croissance zombie. Donc il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'avec la transition numérique, on va rentrer dans une double croissance zombie. Parce qu'effectivement, les métiers du futur, c'est-à-dire, oui, les traders, je ne sais pas s'il y a des traders dans la salle, mais c'est un métier voué à la disparition prochaine. Hein, forcément. Forcément, ce qu'on va artificialiser le plus rapidement possible, ça va être ce type de métier, même les nôtres. Hein, on pourra, l'intelligence artificielle va forcément révolutionner. Donc on va créer quoi? On va créer des classes d'inutiles. D'accord? Alors, certes, il y a des personnes que vous pouvez reformer nous, on a de la chance, on a fait des grandes écoles, donc on va être reformés, mais c'est très bien. Mais il faut penser à la classe d'inutiles qui, eux, en fait, n'auront pas la possibilité d'être reformés. Qu'est-ce que l'on va faire? Comment on va vivre? Et donc, en fait, les deux sujets sont liés. Bien évidemment, cette transition numérique, cette transition énergétique. Alors après, l'Inde et la Chine. La Chine,
si vous regardez la consommation par tête d'un Chinois, il y a encore un peu de marge. D'un Indien, je vous en parle même pas. En termes d'émissions de GES, non, les Chinois les citoyens chinois en fait émettent autant que les citoyens européens. Mais il faut compter l'import-export quand même. Hein. C'est-à-dire que le bilan des imports fait qu'en réalité, la Chine, usine du monde, émet des gaz à effet de serre aussi pour ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que si en plus, j'en ai pas du tout parlé dans ma partie, mais effectivement, si d'un point de vue économique, en fait, on remettait en fait aux entreprises et non pas au pays en fait les émissions de GES, je pense qu'on n'arrivera même plus à s'entendre en termes de COP. Quel est leur avantage? C'est que il y a la possibilité pour eux, en fait, alors c'est pas des backstop technologies à la Nordhaus, mais malgré tout, de réfléchir un petit peu plus rapidement. Et vous prenez la Chine notamment, la Chine est en pleine, le premier sujet chinois à l'heure actuelle, c'est l'environnement. Et c'est pas d'un point de vue, ils ont absolument pas envie d'aider les négociations internationales. C'est que c'est le principal risque politique en Chine. Donc, si vous comprenez que c'est le principal risque de déstabilisation pour aller en Chine. Je peux vous assurer qu'il y a des manifestations environnementales tous les jours. Et pourquoi elles sont autorisées par rapport à d'autres manifestations? C'est que tout simplement l'État central trouve qu'à travers ces manifestations, il peut mettre la pression sur les provinces, chose qu'il ne peut pas forcément faire en fait en manière directe. Donc si vous voulez, vous avez une coalition d'intérêts en Chine pour le faire. L'Inde, c'est un autre sujet. On va prendre une dernière question ici, comme il est quasiment 21h, on va vous laisser y répondre rapidement. Alors peut-être, oui, puisqu'au fond il y en avait qui voulaient poser une question, on va vous laisser la poser tout de suite après. Vous pourrez répondre à toutes les questions d'un seul coup, mais de préférence assez rapidement. Et on pourra continuer à échanger de manière informelle à l'étage autour d'un pot. Merci. Bonsoir, Alexis Tantet, chercheur au laboratoire de météorologie dynamique. J'abonde dans votre sens quand vous parlez de sobriété et de simplicité volontaire. J'abonde aussi dans la nécessité pour l'Europe de montrer l'exemple, d'autant plus que quand on considère le réchauffement climatique, ce sont les émissions cumulées de CO2 qui comptent, puisque celles-ci restent pendant longtemps dans l'atmosphère. Ma question porte sur la flexibilité de la demande et la gouvernance. À Paris, le monde associatif bouillonne en termes de solutions, de frugalité, etc. Par contre, d'un autre côté, quand on voit que EDF essaye de mettre en place des mécanismes de flexibilité de la demande, on va demander aux consommateurs de réduire leur consommation électrique, ils ont beaucoup de mal à obtenir une réponse des consommateurs qui soit volontaires. Ils sont accompagnés par des sociologues qui étudient bien ça, et c'est quelque chose qui pose des questions importantes en termes de gouvernance si on ne veut pas imposer cette sobriété de façon non démocratique. Et du coup, alors j'ai une question qui est un peu liée mais plus pratique. Par exemple, en tant qu'ingénieur, je sais comment améliorer l'efficacité énergétique dans mon domaine, mais du coup je constate effectivement un effet rebond. Et du coup, pour rebondir sur la conclusion de M. Biwix, la question c'est comment en tant qu'ingénieur je peux éviter de continuer à être complice de ça, parce que je vois que pour aller dans le sens de la décroissance, il y a des pistes réglementaires par exemple, mais en tant qu'ingénieur j'ai pas la main là-dessus, donc en pratique, qu'est-ce qu'un ingénieur peut faire? Ouais, j'avais un petit bout sur la première. Non, mais sur la première, ça répond au parti. La réponse, elle est toujours socio-technique en fait. C'est ça l'erreur un peu des ingénieurs, c'est qu'on se dit on a toujours une solution technique. Non, la solution est toujours socio-technique. Il faut inventer le vélo et que les gens montent dessus. Il faut, il y a plein. Donc, moi, je crois qu'il y a... J'ai pas dit que j'étais pour la simplicité volontaire. Enfin, je voudrais pas que ça soit résumé à ça. C'est-à-dire que ça bouillonne au niveau, on va dire, familial, associatif, territorial, individuel. Il y a des gens qui font du zéro déchet, d'autres qui font des low-tech, d'autres qui font des recycleries, ressourceries, d'autres qui font des circuits courts, des machins, de la permaculture, plein de trucs. Mais pour moi, ça suffira pas. Il faut aussi la poussée réglementaire, fiscale, normative. Alors, c'est mon côté un peu jacobin, parce que j'ai fait une grande école, je sais pas, mais il faut aussi ça. Il faut aussi accompagner ça. Parce que si on n'accompagne pas
justement, par rapport au prix du travail ou au coût du travail, si on n'accompagne pas par rapport à des choses, de dire ça quand même c'est vraiment un peu sale pour la planète, on va pas l'autoriser même si tu es très riche. Et s'il faut tous se serrer un peu la ceinture, et que moi il faut que je prenne une douche froide, mais que mon voisin lui se fait couler un jacuzzi tous les jours, enfin il y a un moment où le truc il devient tendu d'un point de vue social aussi, quoi. Donc pour moi la réponse elle doit être multiforme et un petit peu coordonnée. Et donc c'est là que c'est compliqué, parce que le rôle d'un ingénieur tout seul, dans son coin, il n'est pas simple. Il peut refuser de participer à du greenwashing, il peut choisir un peu son métier et là où il va, et peut-être, je sais pas, il y a peut-être certaines, sur son échelle de valeur à lui, il y a des entreprises qui seront mieux que d'autres, j'en sais rien. Mais après, on est enchâssé dans un système fiscal, culturel, normatif, organisationnel, enfin toutes les dimensions. Et donc, de toute manière, à un moment, tant qu'il y aura la rivalité mimétique, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait on dit est-ce qu'on peut réduire nos besoins, c'est quoi les besoins d'un Chinois, d'un Français, de je sais pas quoi, par définition, ça a été montré depuis longtemps, c'est René Girard, c'est la rivalité mimétique. Mon besoin, c'est ce que fait le voisin. Et donc mon voisin en général, c'est pas Bolloré avec son yacht, c'est juste un gars qui a un pavillon un peu plus grand que le mien, il vient de refaire son toit, il s'est installé des volets roulants électriques, sa voiture est plus grosse, et sa femme a raconté à la mienne qu'ils étaient partis aux Maldives en vacances cet hiver. Et ça m'énerve quand il va faire un week-end spa à Budapest, moi aussi je vais aller faire un week-end spa à Budapest, avec toutes les économies que j'ai fait sur ma facture électrique grâce à EDF. C'est ça la réalité humaine. Et donc si on n'est pas capable de recabler ça un peu différemment, Roméo doit apprendre à séduire Juliette en lui jouant de la guitare comme dans le truc, et pas avec sa grosse voiture, enfin, ou réciproquement, pour pas genrer l'exemple. Juliette doit apprendre à déclamer des poèmes, et je sais pas quoi. Pour l'instant, on n'est pas sorti de ça, c'est-à-dire qu'on a tout le système économique auquel nous participons, comme tout le monde, enfin ni plus ni moins que tout le monde, et bien il incite à la consommation, c'est la publicité, c'est les grands projets, les grands travaux sur lesquels on peut aussi asseoir des très belles carrières privées ou publiques. Hein, faut relire John Kenneth Galbraith, enfin, le nouvel état industriel, les années 60, il a tout écrit sur le développement de la complexité, sur les grandes entreprises qui, en fait, qui sont aux mains des managers, en fait, et non pas des actionnaires. Enfin, c'était sa théorie à lui, en tout cas, que je trouve assez séduisante. C'est-à-dire l'actionnaire ne comprend rien, en gros, hein, et puis c'est les managers, c'est les équipes de managers qui bossent, en fait, et qui contrôlent l'entreprise. Et pour s'offrir des carrières, des parcours de carrière, ben, il faut qu'ils développent, il faut qu'ils fassent des gros trucs, des gros projets, des machins ronflants. Et puis ça colle bien parce que nos responsables politiques, eux aussi, quand ils ont des rubans à découper, c'est aussi bien, même si ça sert à rien. Voilà, et donc c'est tout ça. Donc la réponse, elle n'est pas chez chacun. Elle n'est pas chez chacun, elle n'est pas chez chaque ingénieur, elle n'est pas dans chaque organisation, c'est un tout multiforme, donc je n'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que compte tenu de tout ce qu'on a déjà inventé, compte tenu de tout ce qu'on va pouvoir encore inventer, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'arrêter la recherche, il faudrait juste l'orienter différemment, on aurait, de mon point de vue, largement les moyens techniques, organisationnels, économiques, fiscaux, que sais-je, de faire une transition réelle, vers une civilisation durable réelle. J'ai juste prendre un exemple, il est hyper... peut-être qu'il ne marchera pas parce que c'est encore en cours de recherche, mais vous avez vu ce truc sur la détection précoce du cancer du sein par les chiens? C'est des gens qui bossent là-dessus alors je crois que c'est à Pasteur, me semble-t-il. Non, alors maintenant ils étendent, mais ils ont commencé comme ça. On met un coussin sous les selles, on dort avec, et puis le lendemain on donne ça à un chien, ça marche avec toutes les races de chiens, 100% de taux de réussite. Alors ça ne veut pas dire qu'on va enlever tous les IRM, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut allier la connaissance, le développement de la connaissance, parce que c'est des milliards d'années en fait d'évolution finalement, hein, c'est la connaissance. Et on peut allier ça avec une empreinte environnementale faible, parce que je pense que le chien et sa boîte de croquettes journalière, bon, ça peut ne pas être bien produit, mais c'est sans doute mieux que, je sais pas, toute une machinerie, un truc. Voilà. Et donc c'est ça, il faut s'orienter vers des choses comme ça, c'est-à-dire des choses intelligentes, sobres mais intelligentes, sobres mais résilientes. Voilà. Et à chaque fois qu'on peut, mais on va pas le faire, ça va être très compliqué, parce qu'on peut pas le faire à Paris, quoi. Pas tout de suite, parce qu'on va pas débrancher les ordinateurs de l'adduction d'eau parisienne, vous voyez, sinon on va avoir un gros problème. Parce qu'on est quand même dense. Donc il faut adapter tes solutions, il faut peut-être faire du dual tech, il faut faire des high-tech, des low-tech, ça dépend des territoires, il faut l'adapter, ça dépend des pays. Voilà, c'est tout cet imaginaire qu'il faut avoir. Je vais juste rajouter incitation économique, incitation sociologique. Hein.
Alors, le terme anglais, c'est le nudge, mais le coup de pouce, quoi, comment j'incite. Et la meilleure façon de faire, en fait, c'est de changer les représentations. Et changer la représentation, il y a un bouquin, je ne sais plus, c'est les années 70, qui s'appelle La bagnole, en fait. Tout est écrit, en fait, dans ce bouquin-là, sur le processus, en fait, de mimétisme, en fait, que l'on peut avoir, en fait, sur certains objets, et on l'a aussi sur les objets du numérique à l'heure actuelle. Et je rajouterai, comme ça, je fais une réponse courte, romancer. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle? C'est une vraie, c'est de pouvoir se projeter en fait dans 2-3 ans avec des portraits de famille de comment on pourrait vivre en fait dans un environnement de sobriété et résilient. Et donc il faut raconter des histoires, il faut le mettre en mots. On a véritablement besoin de changer les représentations, et pour changer les représentations, il faut mettre en mots. Et donc c'est pour ça qu'il faut du roman, il faut romancer le futur. Moi, j'avais juste la question, un sujet quand même qui n'a pas été abordé dans les différentes variables que vous avez étudiées en matière de sobriété de consommation à long terme, c'est la question de la population. Comment vous voyez la sobriété démographique? Moi, je peux vous répondre d'une manière très simple, en fait. 50% de la population mondiale consomme 10% des ressources. 10% de la consommation mondiale consomme 50% des ressources. Une fois que vous avez dit ça, c'est pas un problème de population, c'est un problème d'inégalité et de structure de la consommation. J'ai rien d'autre à dire. Alors moi, je serais plus nuancé, forcément. J'ai des racines néo-malthusiennes. Néo-malthusiennes au sens de nos amis Vogt, Osborne, Erdős et compagnie que je vous ai cité tout à l'heure. Évidemment, c'est pas l'unique paramètre du problème dans lequel on est. Mais c'est évident que plus on sera nombreux et plus le sujet sera compliqué à résoudre. C'est évident. Alors ça dit, une fois qu'on a dit ça, il y a un truc assez marrant, c'est qu'en général, tout de suite on tombe sur la question de la natalité et des différences de taux de natalité. D'ailleurs, les démographes, c'est ça qu'ils font. Enfin, ils passent leur temps, oui, bon, ça y est, la transition démographique, machin, tout le monde est en train de le passer. Bon, il reste un peu de Nigeria, de Pakistan, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Mais en fait, il n'y a pas juste une question de taux de natalité, il y a aussi une question de comment on repousse ou pas l'âge de la mort. Or, aujourd'hui, quand vous voyez que le fantasme numéro 1, après la voiture volante le taxi autonome volant de Uber et l'assistant personnel, le techno-esclave de Google ou d'Amazon qui réserve le restaurant. Le troisième fantasme, c'est l'humanité augmentée, transhumanisme. Voilà, c'est pas très très dur de s'apercevoir que ça va être un peu compliqué que tout le monde devienne immortel ou que tout le monde vive 1000 ans, quoi, parce que là, le paramètre par rapport, ça va balayer un peu le sujet démographique. Donc moi, je trouve toujours assez rigolo qu'on saute sur la question quasiment uniquement du taux de natalité, alors qu'en fait, le sujet, c'est, si vous regardez comment la population française a augmenté, par exemple, c'est en bonne partie parce qu'on a reculé l'âge moyen de la mort. Hein. Donc parmi les trucs à faire, il faut apprendre à apprivoiser la mort, quoi. Ça va pas être facile, hein, parce que ça fait 2500 ans qu'on travaille sur le sujet. Faut commencer à relire, et voilà. Au lieu d'apprendre à faire du tableur Excel et de l'informatique en CM1, il va falloir apprendre à relire les philosophes, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour apprendre qu'il y a une échéance inéluctable à honorer? Je vous conseille de lire les derniers bouquins d'Harari. Là-dessus, il y a un énorme chapitre, en fait, dans 21 questions pour le 21e siècle, où il aborde justement ces questions d'immortalité et les problématiques que ça peut poser. Alors lui, c'est un transhumanisme patenté, hein, donc attention à filtrer quand même ce que vous lisez. C'est assez intéressant. Après, vous savez, quand vous posez cette question-là, vous pouvez rebondir en fait sur la question de la croissance et du rapport avec l'économie. Vous prenez une société comme la société japonaise, il y a plus de 30% de la population qui a plus de 65 ans à l'heure actuelle, il y en aura plus de 35% en 2025, population qui baisse. Mais regardez ce génie du capitalisme et de la population japonaise, c'est le secteur qui est le plus en vogue à l'heure actuelle et qui marche le mieux au Japon, c'est quoi? C'est le secteur de la prothèse et c'est le secteur de la régénérescence cellulaire.
Donc vous voyez, ils ont plus la robotisation bien évidemment, mais vous voyez comment on peut inventer en fait sur un système en fait qui repose sur du vieillissement en fait des gisements de croissance et donc de consommation de ressources. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos conférenciers. Merci.